Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PCF, Parlons Catch Français. Je prends ma plus belle voix aujourd'hui parce que je suis accompagné des invités les plus doux, les plus suaves que l'on puisse avoir de ce côté-ci du Mississippi. Donc avec nous ce soir nous avons Romain Zaeken, Ah, l'un des hommes que personne ne connaît dans le Nord, que tout le monde veut oublier dans le Sud, mais malgré tout un catcheur de talent, c'est du ça. moins c'est ce qui paraît. Donc salut à toi Zaeken. C'est ce que je dis souvent à des jeunes là, qui me demandent des conseils pour réussir dans le cadre. Je leur dis, si un mec comme moi qui habite vraiment au fin fond du sud de la France et qui a quand même un caractère de cochon, a réussi à être booké dans 4 pays et 12 promotions, c'est que je dois faire un truc qui fonctionne, visiblement. Donc merci de me recevoir dans PCF, le truc ça me fait toujours autant marrer ce nom d'émission. T'as pas essayé de le renommer PCFR ou quelque chose comme ça? Non, non, PCF, c'est parfait PCF. De toute façon, et je vois pas qu'est-ce qui de nos jours comprend enfin peut être désigné par le sigle PCF est assez connu des gens pour qu'il y ait la moindre confusion. ouais, c'est vrai. On salue Fabien Roussel hein, et toute l'équipe. Euh, on le salue. Bonne chance pour les élections à venir. Et en parlant de saluer, ben on va aussi saluer les gens dans le chat. Salut à toi Red Crow, salut à Lane. D'ailleurs, ça souligne Zaken déjà Crash. Et non, on aime bien les concepts ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Zaken sera présent uniquement en PowerPoint. C'est ça. Je suis un hologramme. Non, c'est juste que j'ai une caméra pourrie sur mon ordinateur. C'est ça. Et avec nous, le dernier membre de Cocori Catch, celui qui n'a pas encore eu sa chance. Il est beau, il est grand. Enfin, il est Ouais, plus tout à grand fait. que beau, mais on fait ce C'est qu'on vrai. fait avec ce qu'on a. Vivien. Salut Vivien. Bonsoir, comment ça va? Tranquille, c'est gentil de demander. Euh, Chaud petit soin. Et donc, bon, ce soir, on se retrouve pour parler avec Zaeken, de Zaeken, et d'autres choses éventuellement, de catch dans le sud. Et donc, pas le temps de Il y a du niaiser. catch? Il y a du catch dans le sud? Ah bon? Et oui, et justement, c'est une découverte qu'il Paraît-il. fallait vous partager. Ah! Et salut à toi Gringo FR sur le chat. Et donc, on va pas niaiser, hein, on va se lancer directement. Zaeken, qui es-tu? Présente-toi s'il te plaît. Oh là, qui suis-je? C'est une vraie question, ça. Vous avez 4 heures. Concrètement, je suis catcheur depuis un certain temps, on va dire un peu plus d'une décennie, même s'il y a eu des pauses entre-temps, faute au Covid, faute à plein de trucs. Mais ouais, je suis un catcheur qui est originaire du sud de la France, de Montpellier, plus précisément. Euh, À la base, j'ai été formé, j'ai fait toute ma formation catch dans le sud, vraiment. Mais j'ai eu la chance de croiser des gens là-bas, c'est-à-dire notamment une certaine personne qui s'appelle Sarah Knight. Vous connaissez peut-être plus sa fille, qui s'appelle Paige, Mhm. et avec qui j'ai eu la chance d'apprendre, on va dire, les bases du catch, que j'ai après complété avec notamment la FRPW, pour ceux qui traînent du côté de Bordeaux. Donc ça fait à peu près plus de 10 ans que je catch. J'ai catché dans à peu près une douzaine de promotions, dont pour citer, on va dire, les plus connus, ICWA, FRPW, le Westside Dojo de la WXW, fut un temps. Et puis quelques petites escapades en Espagne, en Angleterre, à Malte aussi. C'était un moment particulier d'ailleurs, on pourra en parler. Et donc voilà, et accessoirement, en dehors de faire tout ça, de temps en temps, je donne des stages à droite, à gauche, et puis on va dire que je sers un petit peu d'œil extérieur à une promotion qui s'appelle Hexagon Catch, dont vous avez sûrement entendu parler récemment. Donc voilà. Mhm. Franchement, je vois pas. Non, Aucune idée. C'est- t'as pas du tout catché pour eux sur leur premier show, absolument pas. Moi, catcher. Ouais. Pour ça, Ah, les gens, faudrait déjà que j'ai un niveau pour ça. On peut pas vraiment parler de catcher. pour se battre au moins, enfin, essayer quelque chose. Se débattre plutôt. Survivre. Putain. Et, En milieu hostile. et donc oui, tu nous dis, t'as été formé principalement dans le sud. T'as surtout Ouais. tourné dans le sud. Même les pays que t'as visités, c'est des pays du sud. Ouais, mais justement, on va le développer ça quand on va parler du catch dans le sud, justement, cette espèce de singularité. On va en parler dans pas longtemps, ça va être Ouais. intéressant. Pour l'instant, on va rester un peu sur toi. Et donc bon, Mhm. ta carrière, tu dis que t'as fait quelques pays. Globalement, on va commencer par tes influences.
Le catch, comment t'es rentré dedans au juste? Je suis rentré dans le catch à une époque où vraiment personne n'en regardait en France. C'était vraiment une période de creux, c'était un peu un âge sombre. En fait, le truc que je raconte souvent, c'est qu'il y a un peu deux générations de catch français, enfin de fans de catch en France. Il y a la génération Canal+, c'est-à-dire les mecs qui ont aujourd'hui à peu près 40 piges, et vraiment ils ont découvert avec ça parce que c'était diffusé à l'époque, et donc notamment le fameux Rumble de 92 ou de 93, là, dont tous les mecs de cette époque parlent, les commentaires de Raymond Rougeau et toute la bande. Et puis il y a la deuxième génération, c'est celle d'NT1. Ceux qu'on découvert avec du coup les programmes VVE, le retour du catch qu'il y a eu à la fin des années 2000. Et en fait, moi, je me suis retrouvé entre les deux. C'est-à-dire que j'ai découvert complètement au pif, en zappant un soir à la télé, du catch. C'était un épisode de Monday Night Raw, et c'était vers 2004-2005. Donc période RTL 9, période maudite où tu avais genre Monday Night Raw qui était diffusé avec 7 ou 8 semaines de retard à peu près. Où il y avait une diffusion par semaine le jeudi soir à 22h30, avant les films érotiques, pour te donner le contexte, le bordel de l'époque. C'était Ah RTL putain, 9. Hein. j'allais le dire. Putain, c'était juste avant le film porno. C'était RTL 9, et Dieu merci, je savais un peu bidouiller avec la télévision, et j'avais trouvé à l'époque une chaîne allemande qui s'appelait Télé 5 diffusait SmackDown, avec moins de retard, genre 2 semaines de retard peut-être. Et juste avant, donc c'était diffusé genre vers minuit, juste avant des films qui eux étaient pas regardables, mais vraiment, c'était je pense de quoi traumatiser toute une génération. Mais j'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé vraiment à l'époque sombre où le catch en France ça a intéressé peut-être 2000 personnes maximum. C'est un truc que je dis souvent, c'est qu'en fait il y avait 50% de la population qui ne savait même pas ce qu'était le catch, vraiment. Il y avait vraiment des gens, tu leur parlais de catch, ils n'avaient aucune idée de quoi tu leur parlais à cette époque. Et les autres 50%, ils savaient, mais pour eux, c'était le truc le plus naze qui existe au moment. Donc je suis arrivé là-dedans comme ça, en fait. J'ai commencé le catch comme ça. Et Dieu merci, on était vers 2004-2005. Donc Internet commençait un peu à sortir de terre. Enfin, commençait au moins à se démocratiser, on va dire, dans les foyers. Et notamment YouTube, parce que je crois que YouTube, ça a popé en 2005. Et donc j'ai fait mon éducation catch, on va dire, comme ça au début. Et donc, bon, tu le caches pas beaucoup, t'as pas mal de grosses influences venues d'une petite île un peu méconnue, le Japon. Alors Donc, ouais, comment t'as fait la transition exactement? en fait, moi j'ai un caractère qui est assez compulsif en fait. Quand je, en gros, quand j'aime bien quelque chose, je peux pas me contenter de l'info en surface. C'est un... Pour te donner un exemple, si je m'intéresse à un groupe de musique qui me plaît, je peux pas juste écouter leur son et être content. Non, je veux savoir quand a été enregistré l'album, dans quel endroit, avec qui, comment le groupe s'appelait, genre avant de, je sais pas, de s'appeler comme ça. Est-ce que les membres du groupe ont joué dans d'autres trucs? Je suis assez, comment dire, curieux comme mec, et du coup, je m'intéresse à tout, en fait, surtout quand ça m'intéresse. Et en fait, en découvrant le catch, j'ai très vite compris que le regarder 1 à 2 fois par semaine à la télé, ça allait pas suffire. Donc j'ai commencé à, à fouiller un peu partout sur Internet, donc les forums de l'époque, le forum RTL9, le fameux forum de catch de jeuxvideo.com, et des sites internet qu'il y avait à l'époque. Donc à l'époque, il y avait encore Catchland, il y avait encore Willy WrestleFest, qui existe toujours, qui était une base de données incroyable, qui existe toujours d'ailleurs, sur le catch. Et donc j'ai commencé à regarder un peu tout, et j'ai commencé à dériver. Je me rendais compte à l'époque que seulement Raw et SmackDown, ça suffirait pas pour moi. Donc j'ai maté au début de la lucha, parce que bizarrement sur YouTube, c'était le truc le plus facile à trouver. J'ai ensuite viré un peu catch indépendant vers 2006-2007. J'ai eu une grosse période catch indépendant. Et catch japonais aussi, dans la même période. J'ai un peu viré catch indépendant et japonais. Et notamment, dans cette période-là, j'ai commencé à acheter des DVD un peu partout, pour un peu me cultiver. Il y avait un site à l'époque que personne ne connaît qui s'appelle iSpots.com. À l'époque, c'était inconnu complet. Il n'y avait aucun mec qui savait, du moins en Europe, personne ne savait que ce truc existait. Il y avait un type qui savait, c'était Booster de la ICWA, et il l'avait mis sur le site de la ICWA comme référence. Et donc j'ai découvert iSpot comme ça. Est-ce Et que j'ai t'es en train de commencé nous dire que toi et Booster étiez un peu des hipsters à l'époque? Non, alors moi je vais être très honnête, je vais révéler un truc pour le coup sur ma carrière en tant que catcheur, mais aussi sur mon côté fan. Moi je suis, je le dis, c'est peut-être une formule un peu forte, mais je le dis, je suis vraiment un enfant de la ICWA. On en reparlera si tu veux après, mais moi je peux pas t'expliquer à quel point la ICWA a participé à mon éducation dans le catch.
en tant que fan et en tant que catcheur. Euh, et donc du coup j'avais découvert iSpot et j'avais acheté plein de DVD en fait, qui étaient plus ou moins des vrais DVD ou des DVD gravés. iSpot à l'époque qui se torchait un peu avec le protocole. Et notamment parmi les DVD que j'avais acheté un truc qui s'appelait le Battle of Los Angeles 2006, d'une petite compagnie qui s'appelait PWG. Ouh, tu me parles là. Voilà, encore une Merde. fois, à l'époque, s'il y avait 3 mecs en France qui savaient que c'était des choses, je pense qu'il y avait 3 mecs en France qui savaient que ça existait. Il devait y avoir Sturi, moi et un autre gars. Et peut-être mon pote Nelson Pereira. Tu vois, c'est peut-être les 3 mecs en Europe qui savaient, en dehors de l'Allemagne, qui savaient que ça existait, quoi. Et du coup, j'ai maté ce truc-là et j'ai vu deux jeunes hommes qui s'appelaient David Richards et Chris Hero et j'ai fait, d'accord, en fait, je veux faire ça. Parce que j'avais regardé du catch avant et j'étais super fan, mais j'avais pas ce truc de. Je sais pas comment dire. J'avais pas eu l'envie plus que ça de m'y mettre. J'adorais ça, mais c'était sans plus. Je me voyais plus journaliste en fait, dans le catch. J'avais commencé d'ailleurs à écrire pour un site. On en parlera peut-être. On a tous commencé comme ça. Voilà. C'est clair. Absolument. Et du coup. Et d'ailleurs, c'est marrant, on en reparlera tout à l'heure, mais j'avais. Peut-être vous vous en rappelez pas, mais j'avais essayé de vous recruter sur mon site à moi en fait. Ah ouais? Ouais, bah J'en vous ai étiez chez Direct Wrestling. à Aucun l'époque. souvenir. Ouais. Ok, donc ouais, donc c'était bien vous. Mais en gros, voilà, j'avais acheté le Bola 2006 et en fait, j'ai découvert Davey Richards et j'ai fait ah mais en fait moi je veux en faire quoi. Parce que le mec était hyper crédible, parce que je me disais voilà du catch euh, que je trouve sérieux et super athlétique. Il y a une ambiance de fou dans la salle et en fait tout ce truc là, on en revient à ta question initiale. Pourquoi j'ai viré catch japonais et catch un peu strong? Tout simplement parce qu'en fait, moi j'aime le catch plus que tout et je suis un peu frustré quand je vois des gens qui en gros le prennent pas au sérieux et on a tous connu ça, c'est-à-dire un membre de ta famille ou quelqu'un dans ta classe qui sait que t'es fan de catch et qui se dit non mais c'est naze quoi, c'est vraiment au-delà du fait que c'est faux, c'est hyper guignolesque et genre c'est vraiment le truc le plus teubé de la terre. Et tu vois malgré le côté hyper rêveur de la VVE, moi j'avais ce truc où je disais non mais en fait le catch ça doit être des mecs qui s'envoient des mines monumentales et des types autour du ring en feu qui tapent sur le bord du ring quoi. Parce que je peux montrer ça à quelqu'un, il va se dire putain ça déchire. Là c'est crédible et vraiment genre c'est hyper convaincant, beaucoup plus que le côté spectacle américain. Donc c'est comme ça que j'ai viré indépendant, que j'ai viré Kuro. Notamment à l'époque c'était la Pro Wrestling Noah. À l'époque dans les années 2000, personne ne matait de la New Japan, on s'en foutait complètement. C'était Pro Wrestling Noah et Dragon Gate. C'était les deux trucs qu'il fallait mater, c'était un jeune fan de catch cool. Et donc, le Puro, en fait, m'a influencé depuis ce jour-là et j'ai jamais décroché. Et donc, quand j'ai fait la transition pour passer à catcher, c'est le premier truc qui m'a influencé. Désolé pour la réponse fleuve, hein, dites-moi hein, si je fais trop long. Non mais t'es là pour parler, donc non, c'est très bien que tu déroules. Personnellement, moi une fois j'ai des très bons potes. Je leur ai montré Ishii contre Shibata au Climax en 2013. Comme ça, c'était eux. Ouais, de ouf. Là, C'est ils, de m'ont- ouf. ils ont pris ma passion au sérieux, tu vois. Exactement. Et je crois Moi, j'ai eu et un peu ça. un autre, c'était aussi Shibata Akiyama, où t'as Shibata qui pète le nez Ouais. de Tonton June dans les premiers Le match de 2005, ouais. Ah putain, parce qu'il est bon ce mode là. Et quand il a vu le nez d'Akiyama, il a fait. Il était comme ça. Ah, il y a un truc pour se dire, non, il lui a pété le nez. Ah. Du coup, il y a Red Cross sur le chat qui dit que ça lui rappelle un peu Karawi. Donc parlons-en de Karawi, tiens. Karawi, ben, c'est ouais. loin d'être un inconnu pour toi. Ouais, bah justement, c'est marrant qu'on parle de cette période où je vire catch japonais. On est vers 2007-2008 à peu près. Ouais. Et en fait, c'est justement à cette époque-là que je vais faire une rencontre intéressante, puisque étant devenu jeune adolescent obsédé par le catch japonais, je me mets à mater plein de shows, même des shows indépendants, des trucs comme ça. Et un jour, je tombe sur un show qui s'appelait, j'ai plus le nom, mais c'était un truc genre le World Festival, un truc comme ça. C'était un truc que Chono, en fait, Masahiro Chono organisait. Et son délire, en fait, c'était d'inviter plein de mecs de plein de pays différents. Donc je me rappelle, il y avait Paul Tracy d'Irlande, il y avait Artie Jackson d'Australie, enfin il y avait des mecs d'un peu partout. Et au milieu de ce dawa, il y avait une espèce de battle royale où je vois un mec avec une espèce de short bleu, blanc, rouge. Et je fais merde, c'est quoi ce truc? Parce que moi à l'époque, j'avais déjà un peu maté du catch français, mais c'était en France quoi. C'était vraiment ICW à mort.
Je me rappelle, je m'étais abonné à l'époque au Skyblog d'un certain Tom LaRuffa. Il rêvait d'aller catcher aux États-Unis, il commençait à peine, c'était drôle. Euh, donc je le suivais un peu, je suivais la ICWA, je regardais les clips de leurs écoles et tout. Et puis un jour, voilà, je tombe sur un show japonais avec un Français. Et je me renseigne parce que visiblement personne n'est intéressé, enfin parce qu'à l'époque personne n'était du catch japonais en gros. Et tout le monde s'en foutait complètement. Et donc du coup j'essaie de me renseigner et le coup de bol monumental c'est qu'un type qui je sais pas comment on appelle, en pseudonyme sur le forum d'RTNE se fait appeler Karawi, justement, parle de ce mec là. Et donc moi je le contacte parce qu'à l'époque encore une fois je bossais pour un site. Enfin je bossais plus, je faisais même plus, j'étais rédac chef de Catch News pour l'anecdote. Ouais, bah ouais, on est d'accord. On est assez d'accord. T'inquiète, on a tous nos défauts dans la vie. Ouais, on a tous nos défauts, on n'a pas fait que des choses dont on est fier. Des bisous à Catch News, hein. Non, Rappelons-le, les l'objectif de cette émission est de blacklister par l'ensemble du catch avant la fin de l'année. Bah oui. Tous les acteurs. Et donc à l'époque justement, moi je voulais interviewer plein de mecs et parler de catch japonais, donc forcément à l'époque sur le site on me dit non mais on s'en fout, ça intéresse personne. Et moi je disais non, il y a un truc à faire. Et je me mets à contacter ce mec et je trouve son MSN Messenger. On est en 2008 les enfants. La belle époque. Voilà, à l'époque Facebook commençait à peine. J'avais 6 ans. Voilà, et du coup je contacte l'adresse et donc du coup je tombe sur Eddie et en fait on sympathise parce qu'il se rend compte que je suis à peu près le seul mec en France en fait qui parle avec lui parce que les autres n'étaient pas hyper intéressés à l'époque. Et donc du coup on se met à... Et ben en fait on a entamé cette espèce de discussion hebdomadaire qu'on a maintenant depuis 14 ans, quasiment. Et donc du coup voilà, c'est marrant parce que Eddie voilà, c'est un mec du sud en fait. Quand on s'est rencontré, on va dire, numériquement, il m'a expliqué qu'en gros il avait de la famille à 7, il y était, moi c'est la ville où je suis né, donc on s'est rencontrés plusieurs fois vers 2011, vers 2015, enfin c'est 2008 même parce qu'il fait une tournée en France avec une compagnie européenne. Donc voilà, depuis ce temps on s'est connus avec Eddie et peut-être que ça aussi ça a influencé peut-être aussi indirectement le côté mon attirance vers le strong parce que lui au début il avait pas encore bougé au Mexique, il croyait vraiment dans ce truc hyper sérieux quoi. Donc non, Eddie c'est un pote de longue date. Comme je dis, j'en parle pas souvent parce que le but c'est pas de... Enfin tu sais quand un mec devient super connu, incontournable, tout le monde est son pote bizarrement. Tu vois, tout le monde est un pote d'enfance. Mais moi en l'occurrence, on se connaît depuis super longtemps parce qu'on vient du même endroit et comme j'ai dit, parce qu'à l'époque on était un peu deux sur une île. Non mais oui, quand Karawi était venu dans le coin, je me rappelle oh putain, tu connais Romain? Ouais bah oui, bah c'est... Mais c'est ça qui est drôle parce que en fait je trouve qu'on a une relation qui est plutôt saine dans la mesure où on n'a jamais copiné, c'est comme ça existe dans le catch, les mecs qui se cèdent mutuellement pour se donner des bookings en doublant un peu les autres. On n'a jamais fait ça. En revanche, on passe notre temps à se faire de la pub l'un sur l'autre. Ce qui est très... Tu vois, d'habitude dans le catch, les mecs, dès qu'un mec est pas dans la pièce, on en profite pour lui cracher dessus. Normalement, c'est le commérage. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'Eddie est pas dans la pièce, je dis du bien de lui, et dès que moi je suis pas dans la pièce, il dit du bien de moi. C'est à peu près le truc. Non, mais oui. Ah, c'est bon. Petit spoiler sur votre relation pour les gens qui sont dans le chat. C'est Karawi qui nous lâche oui non mais des fois je lui envoie un message et une semaine plus tard il me répond et il me fait ah non mais si tu veux on peut se voir maintenant, sauf que moi je suis déjà retourné au Mexique. Attends, donc c'est ce level de relation. C'est déjà arrivé qu'en effet il me dit putain mais tu veux pas passer sur 7 là demain, genre c'est à 15 km de chez moi tu vois. Et en fait moi je suis très nul, pas juste avec les gens du catch mais en général pour répondre aux SMS et tout ça, les parents ils pourraient témoigner aussi. Et du coup, il y a des fois, je dis ah bah ouais, je suis chaud. Et il me dit non, mais en fait, je suis dans l'avion quoi. Il était gentil, mais je suis dans l'avion, Romain quoi. Et bah justement, on a une surprise, on a ici tes parents pour en témoigner. C'est ça. Alors, j'en doute parce que vu comment ils ont du mal avec les ordinateurs, je doute qu'ils puissent. Déjà, je doute qu'ils connaissent Discord. Mais non, mais on leur fera découvrir un jour quand t'auras éclaté, qu'on fera le documentaire. Oui, voilà. Mais, bon, du coup, tu nous disais, t'as eu une petite étape scribouillard sur le monde du catch. Ouais, j'ai une période scribouillard sur le monde du catch parce qu'en fait, j'étais super passionné quoi. J'étais une espèce d'ultra geek sur le catch et je pense que quand t'as un côté ultra geek, un des effets secondaires, c'est que t'as envie d'en parler. Et t'as envie de faire découvrir plein de choses, surtout quand c'est pas connu parce que tu te dis putain, les gens passent à côté d'un truc formidable quoi. Et donc en effet
Alors à l'époque, on a commencé sur un site qui s'appelait Catch News, qui s'appelle toujours Catch News, mais qui à l'époque commençait à peine en fait. C'est un truc qui était dans les balbutiements d'Internet. Et il y avait un type qui s'appelait Andy, qui était un Suisse, qui l'avait démarré. Et à l'époque, il n'y avait pas 20 000 sites de catch comme maintenant en fait. Donc il avait essayé de recruter des gens, et moi je m'étais dit, ok, c'est cool, on va essayer d'écrire là-dessus. Alors, autant j'écris pas trop mal, j'ai toujours écrit plutôt bien. Autant quand t'as 15 ans, t'as peut-être pas les meilleures tournures de phrases et c'est peut-être pas Oui. le mental. On est tous passés par là. Donc j'ai commencé à faire des news en fait pour le site, puis après j'ai fait des reviews, puis des interviews. J'avais compté une fois parce que dans la structure du site on avait fait un peu les articles, je crois que j'ai fait entre 2000 et 3000 articles pour le site. Parce qu'à la fin en fait, quand le site a pris un peu d'ampleur, à la fin il y avait personne qui était vraiment dispo, enfin qui était prêt à se mettre disponible H24 comme c'était mon cas. Et du coup à la fin je suis passé rédac chef de manière un peu informelle, donc j'étais le numéro 2 on va dire du site. Et en fait, mon job, c'était un peu de tout faire, c'est-à-dire autant je passais ma vie à gérer les réseaux sociaux que de relire les mecs, parce qu'en gros, j'étais le seul qui pouvait à peu près checker les erreurs de français que tout le monde faisait un peu. Et en effet, de gérer à la fois des news VVE, mais aussi de faire découvrir des catcheurs que les gens ne connaissaient pas. J'ai même fait à l'époque une petite série sur des reviews de matchs, donc il y avait des matchs complètement obscurs. Et on a eu aussi la chance à une époque, vers 2014-2015, de péter un peu parce qu'en fait, on avait négocié un deal à l'époque avec un truc qui s'appelait. Putain, j'ai oublié le truc. C'était Money quelque chose. Money Talk ou un truc comme ça. Je me rappelle plus le nom de ce truc. Il y a El Gringo dans le chat qui lâche un donc le Z dans le Catch News, c'est pour Zaiken alors. Et alors. Eh ben même pas. du coup, ça me donne envie de t'appeler le Z maintenant, tu vois. Le Z, mais à l'époque c'était mon surnom avant que ça devienne le diminutif d'un politicien connu. C'était vraiment mon surnom. Mais non, mais du coup voilà, on a fait plein de Monitag, voilà c'est le nom du truc. On avait négocié un deal avec Monitag, qui était en fait une espèce de sous-label de Lagardère, du groupe Lagardère qui gère plein de médias et qui possède plein de magazines. Et on a plus ou moins professionnalisé le site après genre 8 ans de boulot. Moi je suis arrivé là-bas vers 2007, donc après 8 ans de taf, on avait carrément réussi à faire de Catch News un truc assez compétitif, et notamment en fait on a réussi à obtenir un accord, on va dire un accord, pas un contrat, faut pas déconner, avec WWE. Et donc notamment, alors que moi j'ai commencé à être catcheur, en fait c'est marrant parce que j'ai fait des interviews de Kevin Owens, de Tristan Archer à l'époque où il était au Cruiserweight Classic, Daniel Bryan, Tougdawa, et c'est marrant parce que si tu vas sur la chaîne YouTube de Catch News et que tu regardes des interviews de cette époque, donc c'était notamment les fameuses conférences téléphoniques en fait. Donc tu pouvais poser 3-4 questions et y passer aux autres mecs. Et si tu vas sur la chaîne YouTube et que tu checkes les anciennes de 2015-2016, tu entends ma voix en fait. Tu m'entends en train de faire des interviews avec AJ Styles, avec ce genre de trucs. Donc c'était fun parce que moi j'ai toujours aimé le journalisme et j'ai toujours aimé le catch, donc manier les deux c'est cool. Le truc c'est que je pense qu'à l'époque, maintenant peut-être que ça s'est amélioré, je les sens un peu plus actifs les gars. Mais à l'époque, les mecs, on avait des rédacteurs qui restaient 2 mois, qui se barraient. Littéralement, tous les articles, il fallait que je les relise et que je les édite, parce qu'il y avait des fautes partout. C'était merdique au niveau de l'argent, parce que le site commençait à peine à en faire, donc la gestion était catastrophique. C'était bordélique dans tous les sens. Et surtout, en fait, accessoirement, j'avais genre 22 piges, et je devais gérer à la fois un site, des études supérieures de recherche, un début de carrière dans le catch. Enfin, c'était la mort, quoi. Tu vois, j'avais un job à côté en plus. C'était impossible à gérer. Et du coup, je me suis barré de Catch News en 2018. Donc, en fait, il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a 4 ans. Ah, putain, oui, c'est vrai que c'est tout récent, du coup. Ouais, c'est tout récent, en fait. Mais je n'en parlais jamais, encore une fois, parce que j'aimais pas mélanger le côté journaliste et catch, parce que souvent, c'est un peu... c'est pas deux mondes qui se mélangent bien, disons. Alors qu'ici, on en a rien à foutre. Alors qu'ici, visiblement, on fait les deux. Mais aussi, la scène a changé aussi. Oui. La scène catch en France a un peu changé. Nous, au moins, en 11 ans, à Vox Catch, on a eu qu'un seul rédac chef. Nous, on est une stabilité. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en parlant de Vox Catch, une des raisons qui fait que je me suis barré, enfin que j'ai arrêté en gros de bosser sur des sites, c'est que justement, j'aimais pas le fait que ce soit mal écrit, j'aimais pas le fait que les mecs prennent pas ça au sérieux, et j'aimais pas le fait que les mecs parlent des 3 news un peu gossip, on va dire, ou un peu people sur WWE. Et je passais mon temps à gueuler sur
comment on appelle, le directeur de publication de l'époque, qui est toujours le même, je pense. Et je passais ma vie à lui dire, mais regarde Vox Catch, putain, c'est comme ça qu'on doit faire. On a 3 fois leur audience, sauf que eux, ils font de la qualité par rapport à nous. C'est toujours comme ça aujourd'hui, c'est bien dommage. Hein. Voilà. Et du coup, moi, j'ai toujours été un gros lecteur de Vox Catch sur pas mal de trucs, même si je suis pas d'accord parfois avec certains trucs, ça fait partie de l'exercice de la démocratie. Et du coup, apparemment, donc, tu nous as contacté quand on était chez Direct Wrestling. Et à l'époque où on était chez Direct Wrestling, moi j'avais déjà commencé le catch et du coup je m'intéressais à la scène française et je me disais putain, il nous faut des gens qui sont des pros du catch français et qui alimentent le truc parce que tout seul je pourrais pas tout faire. Je passe déjà ma vie à alimenter tout seul la catégorie indépendant, pro, européen, corrige toutes les merdes sur la WWE. Je peux pas tout faire au bout d'un moment. Il nous faut des gars et je sais plus qui j'avais contacté. Je crois que j'avais contacté peut-être quelqu'un sur Facebook rapidement, mais j'avais essayé dans ma tête. Je m'étais dit bon, on va prendre tous les mecs de chez Direct Wrestling qui s'entendent pas avec leur boss et on va les faire venir. Dans ma tête, c'était ça. Sauf que ça marche pas du coup parce que justement on s'entendait du feu de Dieu avec le boss. C'était justement l'un des principaux avantages de chez Direct Wrestling. Et du coup c'était quelques temps avant que je me barre et que j'arrête tout. Mais ouais, pour l'anecdote, j'avais essayé de nous débaucher. Ouais, totalement. Ah là là. Et donc du coup, bon, il y a eu ce passage au scribouillard. Maintenant, parlons de choses sérieuses, parlons un peu du ring. Ouais. Comment t'as commencé du coup? En fait, c'est toujours dur d'expliquer parce que tous les trucs dont je te parle, ça se mélange. En fait, c'est dans la même période. C'est vraiment dans la même période. C'est-à-dire que le moment où j'ai commencé à écrire sur un site, c'est le même moment justement où j'ai commencé à connaître. On parlait d'Edith tout à l'heure, je l'ai connu là parce que j'ai fait une interview de lui à l'époque. Et au même moment, je commençais à apprendre le catch, en fait. Donc tu vois, en fait, la période genre entre 2006 et 2008, il se passe 40 000 choses niveau catch, en fait, pour moi. Et je commence un peu tout en même temps. Donc du coup, pour te faire une chronologie simple, on va dire, je deviens vraiment fan de catch sérieusement en 2005. Vers 2007, début 2007, je suis devenu un geek, mais ultra, genre contrôlable. En avril 2007, il y a le premier show de la VVE en France depuis 14 ans. Ouais. C'est-à-dire le fameux house show qu'il y avait au Zénith de Paris. Que tous les mecs, en fait, tous les anciens... En fait, c'est drôle, c'est quand tu retraces l'histoire, tous les anciens y étaient. Genre Stury, il y était. Je crois que Norbert Feuillant y était. Il y a... je pense que même certains catcheurs... Je pense que Booster y était. En fait, tu vois, tous les mecs de l'époque y étaient. Et donc ça, c'est en avril. Donc je me dis, à partir de là, justement, je me dis, je vais écrire sur le catch. C'est cette période qui me lance. Et à l'automne d'après, je fais mon premier entraînement de catch. Donc 2007, c'est l'année en fait où je fais où vraiment où ça s'enchaîne complètement, ouais. Ouais, je dis adieu à ma vie en dehors. Jamais. De toute façon, avoir une vie sociale, ça sert à quoi? Voilà, je plonge. En fait, je plonge la tête la première dans le catch en 2007. Vraiment, je deviens complètement fou là-dessus. Et t'étais jeune en 2007 du coup? J'avais 14-15 piges après. Et donc, en fait, justement, bah tiens, c'est une bonne transition, c'est que comment on se met à faire du catch quand on a 14-15 piges et qu'on est dans le sud de la France. Déjà deux problèmes, parce que faut savoir qu'il y a il y a certains endroits où en dessous de 16 ans, ils prennent pas pour les entraînements. Déjà. Exactement. Et en fait, à l'époque, je deviens plus ou moins pote avec certains gars qui sont dans le sud. En fait, on arrive à plus ou moins se connaître par des forums, on se croise un peu comme ça. Et on réalise que certains d'entre nous sont du sud. Et il y a un jour, il y a un des mecs qui nous dit « Ah putain, mais j'ai découvert un truc en fait du côté de Béziers. » Et donc moi je suis de Montpellier, je lui dis « Ok, pourquoi pas ?» Et je commence à contacter le type. Béziers, Montpellier, combien de temps à peu près? À mine de rien, c'est bien 45 minutes. C'est bien 45 minutes. Mais bon, à l'époque, faut bien comprendre le paysage catch français à l'époque. Il y a Wrestling Stars, qui fonctionne bien, mais en fait, ils étaient encore moins présents sur Internet que maintenant, donc c'était impossible de vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Tu avais ICWA, qui était, elle, par contre, une promotion très visible. Et en fait, comme j'aime le dire, c'est vraiment la promotion, c'est vraiment le projet qui a fait entrer le catch français dans le 21e siècle. Oui, c'est vrai que la ICWA, on a tendance à un peu cracher dessus maintenant avec les histoires qu'il y a eu avec Booster ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est à noter, c'est vraiment la promotion qui est qui est la première en France, a su servir des médias sociaux notamment, a su se donner une image plus moderne et a su se mettre en avant grâce à ça.
Même si Ouais. maintenant ça a l'air vieux comme ça parce que c'était sur Facebook, c'était un vieux site. Mais, mais à l'époque, c'était exceptionnel. Mais Ouais, ouais, t'as eu Brian Danielson en France, quoi. c'est pour ça que j'ai souvent un peu de mal avec les plus jeunes, mais c'est normal, c'est partie du jeu, mais j'ai souvent du mal avec les plus jeunes quand eux, ils voient vraiment ICWA comme un truc un peu de second plan, alors que pour moi, même dans ma tête, aujourd'hui, c'est encore la première promotion de catch en France, parce que j'ai vraiment grandi avec cette promotion. J'ai acheté leurs DVD, j'ai acheté leurs t-shirts, c'est vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ça fait toute transition avec mes débuts dans le catch, puisque, justement, vu qu'il y avait que des promotions du Nord, un jour, on m'explique que cette espèce de groupe un peu obscur qu'il y a à Béziers a plus ou moins négocié un accord avec ICWA. Et je me dis, ah bah ça alors, bah c'est cool, parce que moi je... Ouais, parce que moi je me disais, je regardais que eux et j'étais très fan d'eux, et je me dis, c'est super, je vais pouvoir les découvrir et tout. Et en fait, je me trouve un 14 juillet, d'ailleurs, c'était marrant, c'est il y a presque jour pour jour, en 2007, toujours en 2007, je me retrouve à un show à Béziers, où il y a des mecs de la ICWA, concrètement. Et donc il y a notamment un main event avec Tom Larufa, à l'époque, qui était super jeuneau, il y a Booster qui est dans le show, il y a un certain Yann Colby, qu'on connaît plus sous le nom de Wrestling Clinic, qui catchait ce jour-là. Il y a un certain arbitre euh, qui bizarrement ressemble beaucoup à un jeune homme qui traîne beaucoup sur YouTube et Twitch, et qui s'appelait Sturi, déjà à l'époque. C'est pour te dire à quel point le monde du catch français c'est un petit monde, hein, parce que sur le même endroit il y avait tous ces gens-là, quoi, tu vois, au même endroit. Et, et du coup j'essaie de rencontrer le type qui gère l'espèce de club de Béziers. Pour des raisons que je trouve de décence humaine, on va taire le nom du club et dire, Les termes parce sont que voilà, placés. parce que les termes sont placés et que Speaking Out ne s'est pas terminé en 2020, les enfants. Euh, donc voilà, donc je rencontre le gars, on va dire, qui gère l'endroit. Et le gars, bon, clairement, c'est ni une lumière, ni un expert en catch, mais il a comme objectif de monter un truc sur Béziers. Donc imagine l'aubaine. T'as on va dire 3-4 promotions de catch en France, il y en a toutes, elles sont au-dessus de Paris. Elles sont même pas au-dessus de Lyon, elles sont au-dessus de Paris carrément. Et toi, t'as un truc qui va ouvrir à 45 minutes de chez toi. C'est une aubaine de fou quand tu penses. Et, euh, et du coup, bon, le mec explique ça, il arrive à obtenir un ring de la ICWA. Il va se brouiller avec eux juste après, parce que le mec est pas une lumière. Euh, mais il va garder le ring, et en gros, ses parents ayant plus ou moins des connexions avec des politiques locales, vont trouver un endroit où foutre ce ring à plein temps. Et donc comme ça, le mec va ouvrir son truc. Et donc moi, pendant quelques mois, j'observe ça, parce ils essayent d'ouvrir une école et tout, donc ils essaient de produire des gars, machin. Et moi, je continue à parler avec ce type. Parce que le type vraiment comprend rien au catch, quoi. Il connaît rien au catch, il comprend rien au catch. Et moi, à l'époque, je suis over geek. Ouais. Je vois le modèle type du promoteur. Mm. Et moi, à l'époque, je suis méga geek, obsédé par le catch. Et je dois être le seul mec, comme je dis, dans le sud, à m'intéresser au catch indépendant et au catch européen. Et en fait, l'ironie du sort, ça c'est un truc qui est très étrange, c'est qu'en fait, je vais plus ou moins lui donner l'idée. En fait, il va organiser un stage de catch, qui va être mon premier stage. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus ou moins donné l'idée de l'entraîneur. C'est un truc très étrange. C'est-à-dire que le mec connaissait rien au catch européen. Et moi, à l'époque, je regardais, dans le catch européen, ce que je regardais deux mecs qui s'appellent Johnny Storm et Johnny Flage. Qui à l'époque, défoncent le catch européen dans tous les sens. C'est deux voltigeurs qui tournent un peu partout dans le monde. Ils ont fait un peu de passage chez Ring of Honor, un peu de passage chez PWG. C'est des tueries absolues, les deux gars à l'époque. Et moi, je me dis, ah, mais c'est trop bien, il nous faut ça. Et le mec me dit, ouais, ah bon, c'est des bons catcheurs, ça? Bah, je dis, ouais, c'est des super catcheurs. Et donc, il a l'idée de faire venir. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Johnny Storm, à l'heure actuelle, catch encore pour cette compagnie. Il catch tous les ans pour eux. Et je pense qu'il saura jamais que c'est parce qu'à l'époque, un môme de 14 ans avait eu l'idée de le faire venir. Mais bref. Bon, on s'en fout après. Hein, c'est pas une médaille que tu mets en vitrine chez toi. Mais bon, bref. À l'époque, je suis over fan de Jody Fleitch. Et en fait, le mec va essayer de le faire venir. Et c'est pile l'époque en fait, où il se fait sa blessure atroce là. Tu sais, pendant le King of Europe, là, il rate un shooting star press, il se brise la mâchoire. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Image assez connue. Voilà. Et donc, du coup, vu qu'il peut pas venir, ils font venir son pote qui est Johnny Storm. Et en fait, me voilà embarqué dans l'aventure. On est fin septembre 2007. Je fais mon premier stage de catch. Et alors, à l'époque, pour situer, je
vais avoir 15 ans, ou je vais avoir 16 ans, je sais plus. Mais je suis le mec le moins athlétique de la Terre à l'époque, mais vraiment à un point où c'est ridicule. Je me suis pas du tout préparé à faire ce truc-là. Vraiment, j'ai jamais pris une chute sur un ring de ma vie ni sur un tatami. Je me pointe au stage, on commence le stage. Et en fait, Johnny Storm, qui est un excellent catcheur, n'est pas vraiment un coach en fait de formation. Il le dit lui-même d'ailleurs qu'il sait coacher séparément son truc. En fait. Et donc lui, il fait, voilà, il nous fait faire des trucs qui sont pour lui voilà, des trucs à faire. Et en fait, j'ai jamais fait une seconde de catch dans ma vie et je me mets dès le premier jour à faire genre mais toutes les chutes de la terre quoi. Avant, arrière, flip. Et notamment le truc va se couronner par juste avant la pause de midi, chute frontale, donc au niveau du torse vraiment de face, de la deuxième corde. Ça va être mon premier stage de catch. Sacré premier contact, en effet. Ah putain, bordel monstre. Et en fait, je me rappelle être allé en pause déj et me dire, mais en fait, jamais je ferai ça de ma vie. Genre, c'est hors de question que je fasse ça. Mais vraiment, genre, vraiment, plus jamais je touche un ring de ma vie. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas chétif parce que j'étais déjà un peu tanké, mais j'étais tendre. J'étais pas du tout. J'étais pas du tout dur, quoi. Bah après, globalement, donc- c'est quelque chose qui se connaît pas mal. À la fin du premier entraînement où tu t'es tapé 3 heures de chute, le moment où tu t'arrêtes et tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce sport de débile? Mais c'est exactement ça. Exactement. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Vraiment. Et on fait les 3 jours de stage. Et vraiment, je termine le dernier jour, mais je peux à peine marcher, quoi. Vraiment, je suis fini, flingué au possible. Et je rentre chez moi et vraiment, je me dis, c'est terminé. Ok, moi je serai fan de catch toute ma vie, je le sais. Quand j'ai maté du catch la première fois, je savais que je serais fan toute ma vie. Mais là, pour le coup, j'ai dit le catcheur, c'est mort. On continuera à regarder et ce sera Je très me bien. suis fait défoncer. Voilà, je me suis fait ouvrir et ça marchera pas du coup. Et du coup, en fait, je rentre chez moi et en fait, tu connais le truc, c'est que, ben, mine de rien, tu sais, c'est comme une piqûre, quoi. Ça fait mal au début, puis après, ça te. C'est l'accoutumance qui arrive après. C'est l'accoutumance qui arrive après, et en fait, au bout de genre 2-3 semaines à la baraque, je me dis, quand même, tu te Ah, rates. c'était bien quand même. Hein. Ouais, en fait, tu vois, je me dis, Je me suis fait ouvrir, mais putain, c'était génial. je me dis quand même, c'est une chance et tout. Attends, mais t'as quand même été dans un ring, c'est un truc de malade et tout, tu vois. En plus, à l'époque, comme je dis, je suis déjà un peu geek du catch, et j'ai toute une espèce de projection avec le ring, en fait, parce que le ring, comme je disais, c'était un ring de la ICWA à la base. Et je me dis, putain, c'est quand même un ring de pro, tu vois, et tout. Genre, c'est le ring dans lequel à catcher. À l'époque, moi, j'avais regardé Révolution 3 de ICWA. Et genre, il y avait eu un match entre genre Joey Legend, Doug Williams contre Mohamed Dionne et Takeshi Morishima. Et je me dis, putain, c'est le ring dans lequel ils étaient, c'est un truc de malade et tout, tu vois. Je lui dis, non, non, tu dois revenir, tu dois revenir. Et du coup, je recontacte le mec. Je dis, ouais, c'était nickel et tout, machin. C'est quand qu'on fait le prochain stage, parce qu'à l'époque, je comprenais rien à comment fonctionnait une école de catch digne de ce nom. Et je pensais que faire que des stages à 300 balles, c'était comme ça qu'on apprenait à être catcheur. Putain, je suis revenu bon. Et le mec me dit, bah ouais, c'est cool, parce que moi, je vais faire venir des mecs en janvier. Je suis en contact avec un mec, tu vas voir, en fait, c'est le Ric Flair du Royaume-Uni. Je suis d'accord, ouais, le Ric Flair du Royaume-Uni. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas me vendre du rêve en fait. Et je comprends. Ah non, d'ailleurs, je skip une étape. Je skip complètement une étape avant ça. Avant ça, le mec me dit, le gars qui gère le truc à Béziers, il me dit, moi j'ai des contacts avec Salvatore Bellomo. Bonsoir à toi, Cody. Hello Cody. Et oui, Zaiken en PowerPoint. Ouais, désolé. Et du coup, ouais, le mec me dit, moi j'ai un contact avec Salvatore Bellomo. Et en fait, il me vend le truc de fou. C'est-à-dire, il me dit, ouais, c'est un ancien mec de la WWF et tout, il a entraîné Batista et tout. Tu vois, à l'époque, en 2008, ça veut dire beaucoup de choses, quoi, tu vois. Donc, je me dis, ouais, ok, cool. Enfin, moi, je suis juste en mode, tant que je peux m'entraîner, c'est cool, tu vois. Et donc, on va faire quelques stages avec Salvatore Bellomo. Alors, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés. Et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur lui. Il y a énormément de gens qui m'ont dit beaucoup de bonnes choses. Moi, je vais juste te dire qu'avec notre groupe à l'époque, ça s'est très mal passé. Et que concrètement, on n'a rien appris. Vraiment. Et on a eu un peu cette impression. Et peut-être que c'était plus la faute du mec qui gérait l'école, je pense. Peut-être que Bellomo a vu le mec qui gérait l'école et s'est dit, lui, c'est un pigeon, je vais vraiment le saigner le plus possible. Mais en clair, on n'a jamais rien appris. Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires. Donc voilà. Donc il y a après le stage de Johnny Storm, il y a une période de transition avec Bellomo qui se passe pas hyper bien. Dans quel sens ça se passe mal, genre Ça se passe mal dans le sens où on apprend vraiment rien, quoi.
On apprend vraiment rien, on perd un pognon fou. On paye des sommes astronomiques pour des stages. Je crois que je me rappelle, il y avait un stage, c'était 3 jours, 315 euros, un truc comme ça. Et en fait, le dernier jour, il est même parti à la plage au lieu de nous apprendre quelque chose. Et encore une fois, je veux pas du tout parler du mec en mal, surtout qu'il est mort. Et puis on m'en a dit beaucoup de bien, donc peut-être qu'avec nous ça s'est juste mal passé, parce que voilà, ça arrive. Mais c'était pas une belle période. Et donc du coup, on arrive à cette période, on va dire au printemps 2008, où le mec me dit voilà, moi j'ai un contact avec un type, c'est le Ric Flair de l'Angleterre et tout, tu vas voir, c'est toute une famille de catcheurs et tout, c'est des oufs, ils déchirent. Et moi pour le coup, même étant un hyper geek du catch, je vois le nom du mec et ça me dit rien. Bon, pour moi ça me dit rien, mais c'est que ma culture de l'époque. Hein. Et le mec s'appelle Ricky Knight. Et en gros, je découvre qu'il a une famille catcheur, qui s'appelle la famille Knight, où tout le monde est catcheur. Le père est catcheur, la mère est catcheuse, les 2 fils sont catcheurs, la fille aussi l'est. Et du coup, on apprend que, bon, finalement, Ricky peut pas venir, on va avoir une autre personne qui va venir, et c'est Saraya Knight. Et là, ça va être le tournant. Là, ça va être le grand tournant. Puisque Saraya arrive, et Saraya, c'est une vraie coach, c'est une des meilleures coachs au monde. Au-delà des gens qu'elle a formés de A à Z, que des gens qui sont passés chez elle en transition, tu trouves des mecs comme Becky Lynch, notamment. Tu trouves des mecs comme... qu'à l'époque, on ne connaît pas forcément, en 2008. Hein. Mais tu vois, des Sheamus, des Wade Barrett, des Drew McIntyre... comment il s'appelle Voilà, celui qui est à All Elite, Kip Sabian, qui est passé par elle. Et notamment, comme je dis, sa propre famille, dont une certaine Brittany Knight, qu'on a connue surtout sous le nom de Paige. Qui est d'ailleurs venue à Béziers quelques temps, à un moment où on s'entraînait. Il y a des photos de l'époque, c'est assez drôle, c'est assez folklorique. Et donc du coup, en fait, avec elle, on découvre ce que c'est un vrai coach, on découvre ce que c'est vraiment le catch, et on découvre surtout quelqu'un qui croit un minimum en nous, qui est dingue, parce qu'à l'époque, on pue vraiment la merde. Genre le groupe de mecs qu'on a à l'époque, il n'y a pas un mec qui a du potentiel. Si, il y en a un qui a vraiment du potentiel à l'époque, et d'ailleurs c'est marrant parce que maintenant il a sa compagnie du côté de Béziers, il s'appelle Tony Trivaldo, que certains connaissent si vous suivez le cadre dans le sud. Donc à l'époque, lui c'est un peu le taulier, c'est un peu le l'ace de notre groupe, tu vois. Genre on est un peu des branleurs, mais il y a un type qui fait 1m90 et qui est un peu athlétique, c'est lui, tu vois. Genre, donc c'est le mec qui nous sauve. Tu vois, c'est un mec qui avait déjà été un peu formé avec Booster et tout, il avait c'est solide, tu vois. Et il est toujours, on le salue. Et en fait, à l'époque, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un groupe qui se forme, puisque comme je disais, dans le sud, il n'y a rien. Et on se retrouve en fait dans un groupe de rêveurs, parce que le catch est composé de rêveurs, et on se retrouve avec un groupe de sudistes qui viennent de partout. C'est-à-dire que ça va de Nice à Perpignan. Et dedans, il y a plein de mecs, alors des mecs pas sérieux qui vont lâcher l'affaire, des mecs un peu plus sérieux qui vont s'y mettre, des mecs qui vont lâcher puis revenir, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, dans cette année 2008, en fait, pour te donner le nom de gens qui appartenaient à ce groupe, c'est ça qui est très drôle. Et comme je dis, il y a des gens dont tu n'as jamais entendu parler, mais il y a notamment Maximum, qui gère notamment Catch Connection, que vous avez croisé dans quelques promotions. Maximum, qui est un type très sympa, qui a l'air pas mal au niveau formateur également, maintenant. Ouais, exactement. Il y a Trivaldo, qui est dans ce groupe. Il y a, à l'époque, un gars qui s'appelle Jérôme, que maintenant on connaît sous le nom de Antonio Adamo. J'espère que j'oublie personne, mais on était beaucoup, on était une vingtaine, puisqu'il y avait des mecs qui attendaient le catch depuis des années dans le sud. Donc il y a une vingtaine de mecs comme ça. Il y a un mec qui s'appelle Mad Dog, que Sturi doit connaître parce qu'il a catché pour lui à une époque, qui était dans le lot. Voilà, il y avait beaucoup de gens, et notamment il y avait une jeune fille qui traînait un peu dans le groupe à l'époque, qui s'appelle et qui s'appelle toujours Amal, notamment, à cette époque. Donc dans ce groupe d'une vingtaine de personnes et de gens qui viennent de manière itinérante sur 2008-2009, il y a à peu près tout ce groupe. Et en fait, Saraya, bon, Amal elle est arrivée un peu après Saraya, un petit peu après, mais Saraya va en gros s'occuper de nous et elle va vraiment y croire. C'est-à-dire qu'elle va commencer à venir, à nous faire même des tarifs plutôt cool, et son délire c'est de dire je peux pas vous coacher chaque semaine, parce que je peux pas faire des allers-retours entre l'Angleterre et ici. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux venir une fois par mois pendant 2 à 3 jours. Et en gros, en 2 à 3 jours, on va faire 9 heures par jour, on va faire genre 27 heures d'entraînement en l'espace d'un week-end. Et en fait, ça fait l'équivalent, si tu regardes bien, c'est comme si, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est comme si tu faisais un entraînement hebdomadaire qui dure
Tu vois, genre, ou 2 entraînements hebdomadaires de 4 heures, par exemple, tu vois, chaque semaine. En fait, on va faire avec ce qu'on a et on va compiler le plus possible. Et donc, en fait, elle va essayer de nous apprendre tout ce qu'elle peut. Elle se ramenait souvent avec ses notes, avec ses pages et tout machin. Et d'un mois à l'autre, il fallait qu'on retienne les séquences de catch anglais qu'à l'époque personne ne faisait, que nous, elle essayait de nous apprendre. Il fallait qu'on maîtrise des chutes, qu'on maîtrise plein de trucs. Et elle va vraiment, genre, mettre l'accélérateur sur nous, elle va y croire. Comme c'est souvent le cas dans les écoles de catch, les gens vont partir, les gens vont rester. Moi, à l'époque, vraiment, c'est pas pour faire de la fausse modestie, mais je suis vraiment le mec le moins nouveau du groupe. Sur les 20 mecs, vraiment, je suis à la fin de la fin. Mais j'insiste, je reste. Donc je fais chier mes parents. Je claque une thune, mais impossible à payer les stages et à faire les trajets tout le temps dès qu'on peut. Quand elle est pas là, enfin, c'est-à-dire quand il n'y a pas un stage de catch, on se démerde quand même pour faire des entraînements complètement informels entre nous le samedi matin. Donc je fais des allers-retours le samedi matin, Montpellier-Béziers. Mes pauvres parents, ils ont pris sur eux pendant un petit moment. Et du coup, voilà, on se démerde, on essaie d'apprendre le catch comme ça. Et en fait, vers l'automne, ça part un peu en vrille, parce que le mec qui gère la structure se prend la tête avec Saraya. Enfin, il fait plus que se prendre la tête même. Il n'ira pas dans les détails parce que on n'a pas de preuves solides, mais c'est speaking out avant l'heure un peu, tu vois. Et donc c'est le bordel parce que Saraya se barre. Et donc Saraya se casse. Et donc là, du coup, Bellomo arrive, comme je disais. Il y a la transition Bellomo qui arrive à ce moment-là. J'ai inversé les deux tout à l'heure. En fait, non, il y a Johnny Storm, Saraya, Bellomo. Ça se fait dans ce temps-là. Donc il y a Bellomo qui arrive, ça se passe très mal. Ça se passe super mal. Du coup, il s'en va lui aussi d'ailleurs, parce qu'il s'est pris la tête avec le mec de là-bas. Donc il n'y a plus d'entraîneur, c'est le bordel. Et surtout, en fait, je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché avec Bellomo aussi, c'est que on voit un mec qui n'était pas du tout investi en nous. Et nous, on sort d'un truc avec Saraya où vraiment on est à fond, quoi. Et elle y croit, tu vois. Et elle est exigeante et elle est hyper dure avec nous, mais en même temps, tu sens qu'elle est super attentionnée, tu vois. Elle croit au truc, quoi. Donc, on perd ce truc-là. Un vrai coach, quoi, tu vois. Donc, on perd ce truc-là, et en plus, tout le monde s'embrouille avec le type, c'est-à-dire les entraîneurs, mais les catcheurs aussi. Et en fait, au bout d'un moment, un peu à la japonaise, tout le monde se barre. Tout le monde se barre. Enfin, 80% des élèves se cassent pour rejoindre un truc basé à Perpignan qui s'appelle Catch Connection, qui existe toujours maintenant, du coup, qui est la CCX, qui est une école qui est basée sur Montpellier, surtout. Mais tout le monde se barre. Et les deux seuls mecs qui restent, concrètement, c'est Trivaldo et moi. Et des mecs de l'époque, certains sont devenus catcheurs, mais bon, c'est peut-être mieux qu'on n'en parle pas, parce que le desservice ils endommagent plus le catch qu'autre chose. Mais en gros, on n'est plus beaucoup en fait à rester. Comme je dis, il y a Amal qui traîne un peu dans la zone à ce moment-là. Et on commence à faire des shows. Et en fait, c'est catastrophique parce que le mec à l'époque, comme comprend rien au catch, et en fait, il essaie juste de faire du pognon facile. Et il commence à booker des trucs, on commence à faire des trucs complètement improbables. On fait vraiment les shows, vraiment foire à la saucisse, tu vois, genre où on se met à catcher un peu dans des endroits en plein air bordélique, on commence à faire des campings devant des touristes hollandais qui comprennent pas du tout ce qu'on est en train de faire. Il y a accessoirement personne n'a une tenue correcte. On ne sait pas catcher de manière finale, tu vois. Il y en a même certains qui ont pris le train en route et vraiment ils savent rien faire. Et en gros, t'as une bande d'adolescents en surpoids qui font du backyard, quoi, en gros. Et c'est les premiers shows sur lesquels on commence. Et à l'époque, on sait pas mieux. À l'époque, on connaît rien du métier, quoi. De l'intérieur, je veux dire. Donc on se retrouve dans ces merdes à fond. Bien entendu, personne n'est payé. Et en fait, ça fait même partie du stage. Donc en fait, tu te retrouves à payer pour catcher à l'époque. Oui. Mais comme j'ai dit, à l'époque, on comprend. Ouais, À l'époque, bordel, mais ça reste. J'ai envie de dire, ça reste quelque chose qui parfois est d'actualité. Donc. Oui, ça existe toujours, mais de nos jours, ça fait un peu scandale, tu vois. Et, Non, de nos jours, ça se sait pas forcément. ça dépend d'où. Voilà. Mais. Moi, je savais pas qu'on payait les gens dans le catch, hein. Ça a été un choc. Mais à l'époque, du coup, on commence à faire ces shows mais désastreux. Et en fait, c'est marrant, c'est que le groupe en question à Béziers fait les mêmes shows désastreux 15 ans plus tard. En fait, ils font toujours la même formule. Et donc, c'est le bordel parce qu'en gros, on n'a pas de vrai coach. La structure, c'est dysfonctionnel à mort. Maintenant que j'y pense, 15 ans plus tard, je me dis, il y avait quand même de la. Le mec s'est jamais rendu compte de la chance qu'il avait d'avoir un ring fixe à un endroit pour s'entraîner. Il n'en a pas du tout profité. Et c'est un bordel, quoi. C'est un bordel monstre, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et du coup, voilà, mon entrée dans le catch, elle s'est faite de cette manière-là. Donc je sais pas si après tu veux qu'on parle de la suite, mais en tout cas, pour mon entrée dans le catch, elle s'est fait comme ça.
Bah, du coup, ça va nous servir un peu de transition pour parler Ouais. de l'autre grand sujet de ce soir, la question du catch dans le sud. Ouais, tout à fait. Et donc, Et salut à Mélanie qui vient de débarquer sur le chat. bonjour Mélanie. Et donc, Salut les fans de la BS. nous étions en train de transitionner donc sur la question du catch dans le sud, qui est donc ton fardeau en même temps. Je suis dans le Hein. studio. Le sud, bah, c'est simple. Pour le catch, le sud, on peut partir du principe que c'est tout ce qui est en dessous de Paris. Ouais. Parce que On va... factuellement, le Ouais. désert du catch, ça commence à peu près en dessous de Paris. Parce Je que suis de assez nos d'accord. jours, il y a un peu plus, il y a un peu plus de présence. T'as la FRPW qui est en train de se relancer dans le sud-ouest. Plus à l'est, il y a donc la HPW qui commence à faire des shows régulièrement. Donc il y a Hexagone qui vient d'apparaître. Mais on a Héritage également... Catch Pro du côté du Var. de quoi donc? Ouais. Héritage Catch Pro du côté C'est du Var. cela. un peu plus. On a, oui, Aya techniquement c'est moins au sud, mais ça reste le sud. Mhm. Parce que Lyon techniquement c'est vachement plus proche de Montpellier que de Paris, déjà. Et on peut dire que ça fait un peu partie de cette diagonale du vide également. Ouais. Est-ce qu'on peut mentionner la promotion de Marseille? Non. Bah, en vrai, je vais la mentionner parce qu'elle a été importante à une époque. Qu'il y a Oui. des, il y a des gens, il y a des jeunes là-bas qui sont vraiment pas mauvais et on demande qu'à les voir ailleurs en fait. Donc oui, il y a la TPW qui a sa problématique, une très grosse problématique, mais De toute qui, manière, qui reste présente. on va en parler dans sa première incarnation, on va dire. De toute manière. Et Donc, ouais. donc Donc ce parler du sud, catch dans le sud, en fait, bah du coup voilà, c'est une bonne transition. Donc moi je fais mon entrée dans le catch de manière un peu chaotique parce qu'on est dans un endroit qui en gros qui est pas une vraie promotion de catch et qui ne sait pas vraiment gérer des shows. Et en fait, du coup, ben, l'idée qu'on a, c'est que moi, voyant beaucoup de gens partir, j'essaie de partir aussi. Donc je finis par rejoindre la CCX, mais surtout je me rends compte qu'on est un peu seul, quoi. On est un peu isolé, et en fait je me rends compte, un truc que je constate toujours aujourd'hui, c'est que le catch entre le sud et le nord, mais c'est vraiment genre deux mondes différents. C'est vrai. C'est un truc que j'essaie d'expliquer à des fois à des gens, des fans de catch ou des catcheurs qui sont dans la partie nord. Quand ils me parlent d'idées ou de comment rendre le catch plus populaire, ou même pour Hexagone, tu vois, quand ils disent ah Hexagone il devrait peut-être faire ça, ça et ça, vraiment j'essaie de leur expliquer, vous vous rendez pas compte que vraiment on est dans un pays différent. Mais vraiment, c'est un univers qui n'a rien à voir. De manière générale, moi j'ai tendance à dire d'ailleurs que le sud de la France et le nord de la France, même en dehors du catch, c'est deux pays différents. Mais vraiment, vraiment, le travail n'est pas organisé de la même manière, les villes n'ont pas la même tête, la culture n'est pas la même, la météo n'est pas la même, même si maintenant là tout le monde a chaud, mais de manière générale, d'ailleurs c'est reprenez votre temps vraiment de con, un pays reprenez différent. votre temps de con s'il vous plaît. Oui, bah ouais, mais nous on est habitués, on s'en fout, hein. Nous c'est la base, mais c'est la base de ce temps-là. Mais Il fait 40, frère, j'ai chaud là, 40 dans le vent, je comprends C'est pas ça. moi ce qui m'arrive. Ça fait une semaine que j'ai pas vu la pluie. Il y a un problème mon pote. En Bretagne, putain. ça fait 2 mois et demi que je l'ai pas vu, à peu près. Oui, mais vous Mais du mangez coup, de la terre aussi. c'est vrai, la Ah, terre. si j'y repense, c'est la question que j'allais te poser, ouais, c'est... ouais, entre le nord et le sud, la France, oui, c'est pas du tout la même chose. Mais même dans le catch, en fait, enfin, on dirait que même il y a une approche Voilà, bah, particulière entre les deux hémisphères, on va dire, de la France. Et je sais pas, peut-être qu'il faut faire plus le rugby, c'est pareil, en fait. Hein, c'est des en mecs fait, qui sont dedans. comme je dis, pour moi, c'est vraiment deux pays différents et la culture est différente et du coup, la culture par rapport au catch est très différente. Et en effet, nous dans le sud, on n'a pas ce truc qu'il y a, tu sais, par exemple, dans le nord-est, tu vois, où les mecs te disent ah, mais oui, moi, mes grands-parents, ils allaient voir du catch à l'époque, tu vois, à la sortie de l'usine ou ce genre de truc. Il n'y a pas cette culture parisienne non plus avec l'âge d'or du catch. Le catch est resté très loin du sud. Euh, D'ailleurs, je fais une parenthèse qui est un peu bizarre parce que tous les plus grands catcheurs de l'histoire viennent quasiment tous de la moitié sud, en fait, quand ils pensent, jusqu'à aujourd'hui. Très bizarre. Mais du coup, voilà, culturellement, le catch, c'est pas un truc du sud. Même je le vois dans les shows que je fais, puisque je catch en grande majorité dans le sud. C'est 10 fois plus compliqué d'aller chercher un public sudiste que d'aller chercher un public nordiste. Un public nordiste, tu fais deux trucs, ça marche. Public sudiste, faut vraiment. T'as presque l'impression qu'à chaque fois qu'ils mettent du catch, ils essaient de comprendre parce qu'ils redécouvrent.
Oh putain. Et ouais, c'est ça, c'est un peu. Ah, je te jure, putain, c'est dur. Hein. Mais ouais, ils sont super. Ils sont curieux, mais dans le sens vraiment, qu'est-ce que c'est que cette anomalie? Et donc, culturellement, c'est pas un truc qui existe dans le Sud. Et donc, allez, comme je dis, pour le développement du catch, c'est très compliqué parce que dès que tu as une discussion avec quelqu'un, tu essaies de lui expliquer que non, en fait, c'est pas aussi facile de gérer du catch dans le Sud en tant que catcheur, en tant que promoteur, en tant que fan. C'est une vision complètement différente en fait qui existe. Comme je dis, de par le fait que historiquement, ben voilà, ça s'est moins implanté dans le Sud, et de par le fait aussi que le métier en France a bien évolué, mais n'est pas encore à un stade, on va dire, optimal, et il y a très peu d'échanges, pour pas dire aucun, entre le Sud et le Nord. Ce qui fait que c'est très dur de développer une scène quand t'as peu de catcheurs qui s'exportent, quand t'as peu de gens qui peuvent apprendre de promotions qui marchent un peu mieux. C'est très compliqué de développer un truc solide. Euh, et à ce jour, c'est un vrai handicap, quoi. Moi, je croise des mecs dans le Sud qui sont incroyables, qui ont un niveau de catch incroyable. Il y a pas longtemps, je parlais de Drix, qui est un catcheur qui vient de 7, qui est phénoménal. Je pense à Lucas Ménil, qui vient d'Aix-en-Provence, qui est un... Mais lui, enfin, que je trouve même très au-dessus de la moitié des mecs que je vois dans la moitié nord. On parlait de la FRPW tout à l'heure. Alors eux, les pauvres, ils sont vraiment isolés sur Bordeaux. Ils sont hallucinants, mais vraiment, je dis pas ça parce que j'ai beaucoup catché pour eux, mais vraiment, FRPW, c'est pour, à mon sens, c'est un top 3 promotion français. C'est une des meilleures écoles que j'ai vues de ma vie. Ils peuvent te le nombre de mecs qui pourraient catcher n'importe qui, qu'ils ont sorti de leur école est hallucinant. La qualité de leur show est hallucinant. Le public qu'ils ont réussi à fidéliser au fil des ans, c'est une performance phénoménale. C'est une des meilleures promotions de France, FRPW, mais vraiment, faut aller les voir. Moi, je suis toujours impressionné à chaque fois que je vais catcher pour eux. Et t'as des gens là-bas comme, je sais pas, Ben Thundersky, par exemple, qui est un des meilleurs catcheurs que j'ai vu en Europe, qui ne catch jamais ailleurs que chez lui, parce qu'on ne l'appelle nulle part. Et même récemment, ils ont un petit prodige là qui s'appelle Vinzo, que j'ai catché en mars, qui est hallucinant. Le mec, à son deuxième match de catch, son deuxième match en carrière, il faisait l'équivalent du taf d'un mid-quart d'heure de chez APC, à son deuxième match. D'ailleurs, il est parti chez l'école de Kane pendant 3 mois là, pour perfectionner un peu. J'espère qu'il prendra juste le catch. Hein. Oui, et pas Pas la les politique. idées. Et surtout pas, comment dire, les politiques économiques, parce que c'est catastrophique chez Kane. Mais non, mais en gros, le Sud est un vivier incroyable de talent qui se développe 2 fois moins vite et qui a entre guillemets un taux de décrochage hallucinant, c'est-à-dire le nombre de mecs qui arrêtent le catch alors qu'ils ont un don pour ça. C'est tragique. Et on a vraiment du mal à faire développer ça. Et c'est pour ça que, mine de rien, je suis content de voir que Hexagone ou que Heritage Catch Pro fait son possible pour essayer d'un peu de faire croiser des talents qui viennent de ces endroits-là. Mais c'est très compliqué de développer ça. Et comme je le dis à chaque fois que je le dis aux gens qui regardent, qui sont fans de catch ou qui sont impliqués dans le catch, quand vous trouvez des idées pour faire progresser le catch français, ne prenez jamais ces idées comme acquises quand il s'agit du Sud. Parce que le Sud, c'est une planète différente. Et c'est d'ailleurs une planète différente pour tous les pays du Sud de l'Europe. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre et en Allemagne, et ben vous regardez les difficultés qu'ont les gens en Espagne et en Italie, ce sont exactement les mêmes difficultés qu'il y a dans le sud de la France. Vraiment. Moi, j'ai un peu traîné en Espagne, j'ai catché en Italie. Enfin, je vais catcher d'ailleurs en Italie ce samedi pour IWE. Et les promotions italiennes et maltaises, parce que j'ai catché à Malte également, et espagnoles et portugaises, ont exactement les mêmes problèmes que les promotions du sud de la France. On appelle moins leur talent dans le nord. Ils ont beaucoup plus de mal à produire chez eux parce que c'est pas dans la culture. Et on les considère souvent comme peut-être moins importants parce que la visibilité est moindre. Donc c'est un vrai problème, c'est un syndrome. Et genre, tu l'expliques par différence de culture ou même juste dans le, tu vois, dans le business, quoi, je veux dire. Mais comme je disais, pour moi, ça vient de la culture qui est différente. Et ça vient du fait que, étant donné que du coup, ces catcheurs ont moins de visibilité, on les appelle moins. Et étant donné que le milieu du catch est pas encore aussi richissime qu'on peut l'espérer, et ben, on va aborder un sujet qui fait mal, c'est-à-dire l'argent. C'est très compliqué quand tu dis, pas que pour moi, hein, je suis pas en train de... Il y a des mecs bien plus talentueux que moi qui mériteraient d'être bookés dans le Nord, hein, je suis le premier à le dire. Mais quand vous avez un promoteur qui vous dit ah ouais mais le Wigo il coûte 25 € aller, 25 € retour, ça va être chaud quoi. Ok,
D'accord. Attends, Et ça, c'est un truc que j'ai vu. Ça, c'est un truc que j'ai vu pour moi et que j'ai vu pour une demi-douzaine d'autres catcheurs à de nombreuses reprises. Je peux même te dire, sans balancer de nom parce qu'on n'est pas là pour être négatif, mais quand on parle du sud de la France, on peut faire, comme disait Félix, tout ce qu'il y a en dessous de Paris, mais on peut même faire tout ce qu'il y a en dessous de Lyon. Parce que je te garantis que déjà aller à Lyon, dans le catch français, c'est considéré comme une frontière. Et c'est et d'ailleurs, si tu regardes bien les promotions qu'il y a, on va dire, à l'est de la France, il n'y a aucun mec du sud. Parce que payer un billet de bus qui coûte 8 euros aller, 8 euros retour, c'est considéré comme too much. Pour beaucoup de gens. Et pour la question du booking, pour faire un petit rappel au chat qui ne sait pas forcément, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, ça s'appelle le booking à la voiture, ce qui Oui. explique en général pourquoi quand tu as une personne qui vient de quelque part, t'en as trois autres avec, coucou Hexagone, c'est que en général quand tu veux faire venir un mec, t'essayes de rentabiliser un max le trajet. La voiture tu la payes une fois, autant la remplir. Donc en général, c'est si tu fais venir un mec, t'en fais venir trois autres qui viennent du même coin. Et c'est parce que la question, c'est toujours mutualiser les frais, car les frais de route, bien souvent, ça te revient à la paye d'un, voire plusieurs catcheurs, en fait. Ce qui fait que moins tu payes sur les frais de route, plus tu peux mettre d'argent dans tes catcheurs, donc plus tu peux faire venir des gros noms. Ou simplement, moins tu mets de frais de route, moins tu mets d'argent. Et dépenser de l'argent, ça fait mal, donc on essaye d'éviter de le faire. Mais oui, clairement, quand tu bookes des catcheurs, beaucoup, la première chose qu'ils regardent, c'est avant même de regarder dans le CV qui a été affronté par ce catcheur, quelles sont ses qualifications, avant même de regarder ses matchs, même parfois, première chose, c'est où habite la personne. Absolument. Absolument. Et je peux même te dire un truc, c'est que je parlais de l'écart sud-nord. C'est également un écart qui existe au sein même du sud. Parce que contrairement à ce que pensent les Parisiens et les Bretons, le sud de la France, c'est pas un bloc homogène où toutes les villes sont côte à côte. Pour ceux qui savent pas, Nice, je sais pas moi, Nice-Montpellier, c'est bien 4 heures. Montpellier-Toulouse, c'est bien 2h30. Et parfois, Montpellier-Bordeaux, ça peut prendre jusqu'à 5 heures. Donc c'est des grosses distances hein, entre les villes du sud. C'est pas genre tous les mecs sont dans le sud et ils bossent ensemble. Non, c'est un truc qui demande aussi du trajet. Donc Bah Montpellier-Lyon, c'est 3 heures, je crois, également. voilà, Montpellier-Lyon, c'est 3 heures. Donc c'est quand même aussi des distances qui sont propres à la région, qui sont compliquées. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que quand je parlais de l'efficacité de FRPW, moi je suis impressionné parce que c'est une promotion qui m'a fait venir. Parce qu'à un moment j'ai habité à Bordeaux, un bref instant. Mais après je suis revenu à Montpellier. C'est à ce jour la seule promotion que j'ai vue me payer le trajet en voiture, me payer un booking, me payer un hôtel, me payer le petit déj le lendemain. C'est d'un professionnalisme incroyable. Et pas que pour moi. Hein. Jefferson Vero, mon équipier, pour en parler. Comment il s'appelle, Kevin Dubois, qui est du côté de chez HCP, a catché pour eux également. C'est une promotion qui fait preuve d'un rare professionnalisme avec les gens du Sud. Elle considère réellement les gens du Sud comme des catcheurs qui ont un minimum de valeur. Et ça s'applaudit et ça mérite qu'on parle d'eux en fait. C'est vrai qu'on parle jamais de FRPW pour problème de visibilité, mais c'est une incroyable promotion. Après oui, la FRPW, la problématique un peu, c'est le fait qu'ils sont... Bah, je pense que les politiques monétaires jouent aussi pour eux. Parce que eux, comme ils sont isolés, forcément, ça doit coûter une chier de thune de faire venir la moindre personne. Mais depuis leur relance post-Covid, ils font plus venir personne extérieur à leur centre de formation quasiment. Donc forcément, c'est... Il y a Jeff et moi qui sont venus. Bah voilà, et Jeff vous-même moi, qui n'êtes pas les catcheurs avec le plus de visibilité, donc forcément, ça capte forcément moins l'attention. Ouais. Et ils ont fait venir Petit Ange aussi. Et ils ont fait venir les mecs de chez Aurora, donc Wardin et Aiden Black aussi. Mais eux, ils font un vrai travail aussi de... Parce que bon, quand t'es du sud-sud comme moi, tu penses surtout, tu sais, on va dire à l'arc méditerranéen, mais Bordeaux, on peut considérer ça comme le sud aussi, hein, ça fait partie de la moitié sud. Et eux, quand on parle de bonne promotion de catch dans le sud, ils font un vrai travail, quoi. Ils font un travail... Et Héritage Catch Pro, ils font un travail hallucinant aussi, quoi. Ils font un gros travail. Donc c'est cool parce que ça relève un peu la tête. La dernière fois, Eddie, pour déconner, il me disait parce que
lors de son dernier séjour en France, il a beaucoup été booké dans le sud, puisqu'il a fait Héritage, il a fait Hexagone, il a fait TPW, il a fait HPW. Et il me disait, mais en fait, c'est peut-être la nouvelle zone où ça va péter, en fait, après la Bretagne, ça se trouve, ça va être le sud, quoi. Alors, j'étais pas aussi optimiste que lui, hein. J'étais un peu plus sur mes réserves. Mais c'est cool parce que, voilà, quoi, le catch français, reprend un peu les couleurs depuis 2018, on va dire, 2017-2018. Le Paris, ça va bien. Le Nord a redonné un peu de sens. La Bretagne, c'est incroyable. Après, la Bretagne Donc, aussi, elle s'inscrit dans une grosse dynamique. Ouais. Oui. Il y a West Catch qui était installé depuis longtemps, qui faisait des shows. Tu as eu la période de Sturie qui a été énorme. Tu as Ouais. eu. Donc, tu as la NWC qui, pareil, a installé un public régulier avec le temps. Mhm. Et la Rix, en fait, quand la Rix est arrivée, tout le monde l'a vu comme un rouleau compresseur, mais elle arrivait en un terrain qui était complètement préparé pour sa venue, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je me demande également, du coup, pour le Sud, ce qui manque, est-ce que c'est pas peut-être une grosse promotion qui s'inscrit en fait dans le temps? C'est peut-être ça justement qui fait que le Sud a peut-être beaucoup plus de problèmes à trouver son rythme au niveau du catch. C'est le fait Sûrement. qu'il n'y a aucune Ouais. promotion qui a su s'installer vraiment dans la durée et se faire vraiment un pédigré, tu vois. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est il n'y a pas de grosse promotion, donc le public a du mal à s'y faire. Le public a du mal à s'y faire, donc on a du mal à y créer une nouvelle grosse promotion en fait. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté serpent qui se mord la queue, mais plus sur le côté visibilité. C'est-à-dire, les catcheurs du Sud sont moins visibles parce que chez eux, c'est moins courant. Du coup, ils sont moins bouclés que les autres. Et du coup, ben, le catch dans le Sud a moins de visibilité. Je pense que moi, le serpent qui se mord la queue vient plus de là, je pense. Donc, ouais, c'est un peu fort. Euh, du coup, oui, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et, euh, et c'est un truc, comme tu dis, ça pourrait se régler avec une promotion de catch qui tient la route sur le long terme. Pour l'instant, on n'en a pas eu. On a eu soit des très bonnes promotions de courte durée, soit des mauvaises promotions qui durent longtemps. Là, comme je dis, il y a un regain d'énergie dans le Sud. Même les 5 prochaines années, même les 3 prochaines années vont être super importantes. Hyper importantes même. Mais du coup, ça nous offre la transition forcément avec ce projet émergent duquel tu n'es pas complètement étranger. Donc, Pas totalement. Hexagone. Qu'est-ce qu'Hexagone? Sans E, Euh, spécifions. c'est vrai qu'il n'y a pas de E dans Hexagone, ouais. Tu vois, faut croire que c'est tourné vers l'international, je ne sais pas. Mais putain, ça m'éclate, je fais une parenthèse, mais ça m'éclate Vivien, tu ressembles vraiment à Vald en fait. Ça me tue, ça m'éclate depuis tout à l'heure, je vois Vald qui parle de catch, ça me termine, mais à un niveau. Euh, Aïe aïe aïe. ouais. Bonne chance avec Booba, hein. J'espère que tout se passera bien. T'inquiète, t'inquiète. Mais donc Hexagone, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, c'est une promotion de catch qui est basée dans le sud de la France, mais d'après ce que j'ai compris, si elle peut, ne se limitera pas que au sud de la France. En gros, c'est une promotion de catch qui essaie d'organiser des shows un peu partout, enfin là où on l'appelle, là où il y a des openings, et qui souhaite apporter un catch euh, moderne, disons-le, peut-être un peu moins américanisé que la moyenne, disons-le comme ça. Sportif. Ouais, mais sans prétendre que les autres le sont pas, hein, parce que je pense que n'importe quelle promotion de catch est très sportive par définition. Mais de ce que j'ai compris, voilà, c'est une promotion de catch où on va dire le curseur va être un peu plus poussé sur le côté technique, le côté rentre dedans, le côté catch rudimentaire. Ce qui est intéressant parce que finalement ça propose quelque chose d'autre en fait, de ce qui existe et surtout ça permet peut-être de donner la part belle à des gens qui n'auraient pas à qui on ne donnerait pas forcément d'opportunités ailleurs. Donc voilà, c'est une promotion de catch qui, pour la replacer on va dire dans le sud, qui se base on va dire en effet qui est basée sur Montpellier, mais qui essaie de faire des shows un petit peu partout et qui surtout va essayer en plus de donner une image d'un catch un peu plus sérieux, mettre en lumière des talents qui viennent du sud de la France et surtout très important, les confronter à des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne restent pas juste entre eux. Bah après d'ailleurs le fait qu'on ait été booké
les quatre, j'allais dire les quatre bretons, mais je tiens à rappeler que je ne suis pas breton, merci. Qu'on ait été booké, en fait, je trouvais que le message était assez fort. Déjà, montrer que Hexagone était prêt à faire venir des gens qui sont pas du coin. Parce que Bretagne-Montpellier, il y a 10 heures de route, quoi, quand même. Et aussi, du niveau du choix des catcheurs qui ont été mis dessus, c'est qu'il y a un style qui se démarque. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je connaissais pas complètement les autres mecs qui étaient sur la carte. J'avais vu des matchs d'eux, mais simplement de quoi se faire une vague idée. Mais clairement, les mecs qui sont choisis dessus, même ceux qui sont venus de l'extérieur, il y a clairement une orientation dans le style qui se démarque complètement vers un style, je vais parler un peu pour nous, pas mal inspiré du catch français plus ancien. Un catch plus technique, avec pas mal de sol. Notamment, vous verrez une immense dinguerie entre Zaeken et Gustave. Dinguerie est un très gros mot. Après, je suis un énorme client de ce genre de choses. Donc, mais clairement, oui, pareil pour le reste de la carte. Il y a clairement, sur ce premier show, une volonté de passer un message, j'ai l'impression, sur ce que ça veut être et ce que ça veut représenter en termes de catch. Il y a un peu dans le consensus d'Hexagone avec tous les gens qui participent, il y a un peu un quadruple objectif. Le premier, comme on l'a dit, c'est un peu redynamiser le catch dans le sud, forcément. Le deuxième, c'est de faire croiser les talents de manière générale, pas que ceux du sud d'ailleurs, parce que quand tu regardes le premier Hexagone, il y a des gens qui sont, on va dire, qui sont affiliés à la Bretagne, des gens du sud, mais également des gens de Lyon, et aussi une star internationale comme Eddie Caraway. Donc il y a un vrai, ça c'est le deuxième objectif, c'est de faire croiser plein de talents. La quatrième, c'est de donner sa chance à des gens à qui on ne la donne jamais, des gens très capables et qui méritent d'être plus bookés, et c'est pour ça qu'on a fait venir des gens comme Sabri, par exemple, qui vient de chez Aya Catch, et qui n'est jamais booké ailleurs que chez lui. Nous, on voulait lui donner une visibilité. Sabri qui est un monstre, faut le dire. Un talent incroyable sous-côté. Et puis le quatrième et dernier objectif, c'est aussi un rapport par rapport à l'éthique. C'est-à-dire que, en gros, de créer un locker room, un vestiaire, aussi safe et on va dire exempt de tout reproche. Donc c'est les 4 objectifs, voilà. Faire un peu de sud, faire croiser plein de talents qui viennent d'endroits différents, faire du catch un peu plus sérieux que la moyenne, et faire un catch où tout le monde est bienvenu dans le vestiaire et où l'ambiance est bonne et inclusive. C'est un gros objectif, c'est de déjà gérer tous ces buts. Déjà, tu arrives à cocher une case, c'est déjà un gros truc. Mais voilà, l'idée c'est un peu de faire ça. Et comme tu le disais si bien, l'idée c'est d'implanter du coup, l'un de ces objectifs c'est d'implanter une identité. Un truc avec lequel moi je suis très d'accord d'ailleurs, parce que y a parfois des gens qui te disent oui, mais si vous faites du catch peut-être trop technique ou trop sérieux, ça va peut-être rebuter des gens, ça va peut-être poser problème. Alors c'est vrai que c'est pas le combat le plus facile à avoir, surtout dans une région qui n'a pas de culture catch. C'est très compliqué de commencer avec un truc qui est pas hyper visuel tout de suite, qui est pas hyper clinquant, qui est pas hyper familial. Mais déjà de 1, c'est une bonne opportunité pour rééduquer les gens à un certain type de catch. C'est-à-dire que si tu leur en montres jamais, bah forcément ils aimeront jamais ça. Il faut au moins que tu les exposes un peu à ça. Et puis, moi je trouve que ça permet de faire un produit différent. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas les gens qui créent des promotions de catch pour faire la même chose que une promotion qui existe déjà. Et moi, quand je regarde le catch dans le sud de la France, disons-le comme ça, tu as un produit comme HPW qui est un produit hyper familial. Vraiment, c'est un produit catch local, quoi. Tu vois, c'est le catch dans les petits patelins, et je dis ça sans dédain, aucun, au contraire. C'est le catch populaire, vraiment. T'as Héritage Catch Pro qui est un catch très à l'américaine, ultra à l'américaine, et ils font ça très bien. Ils font ça magnifiquement bien. Et puis finalement, t'as Hexagone qui propose un catch un peu plus rudimentaire, un peu plus sportif, disons-le, sans pour autant copier d'ailleurs un truc existant, parce que comme tu le disais, il y a à la fois un côté un peu catch français à l'ancienne, mais il y a un peu une pointe de catch japonais, ça se sent un peu dans le lot, et en même temps, il y a un tout petit peu aussi, et tu sens qu'il y a une pointe aussi de catch, on va dire,
indépendant, un peu plus axé technique. Et c'est cool, parce que ça permet de faire plein d'offres différentes. Tu vois, quand je veux voir... quand je veux voir un show de catch, j'ai envie de voir quelque chose qui a sa propre identité. Tu sais, c'est comme un groupe, tu vois. Si j'écoute un groupe, je sais pas, ou un groupe de rap français, j'ai pas envie d'entendre des gens qui font comme, tu vois, j'en sais rien moi, qui font comme Travis Scott. Non, si j'ai envie d'écouter Travis Scott, j'écoute Travis Scott. Je vais pas écouter son équivalent français un peu moins bien. Mais sans J'ai compter envie. que le fait d'avoir comme ça une personnalité forte dans son catch et dans son orientation, c'est quelque chose qui marche très bien. Et il n'y a plus de doute avec les expérimentations récentes qu'on a pu avoir en France. Rix Exactement. Catch, l'une de ses grandes réussites est justement liée à cette image qui, elle, est plus sur un secteur un peu plus hardcore, un peu plus crasseux. Mais Exactement. je pense que sans cette personnalité forte, Larix n'aurait probablement pas eu cette popularité très rapide qu'elle a pu avoir dans les quelques années qui sont passées. Et surtout, en effet, c'est sa propre identité, et ce n'est pas une copie d'un truc existant déjà. C'est-à-dire, tu disais, en effet, ils font du hardcore, ce que quasiment personne ne faisait en France, au moins pas comme ça, mais en même temps, tu te dis pas, ah ouais, d'accord, c'est un peu une copie de, je sais pas, CW. Non, parce qu'il y a un côté beaucoup plus flashy, beaucoup plus télévisuel, on va dire, beaucoup plus coloré, qui n'existait pas là-dedans. Donc, ils ont à la fois ce truc hardcore et en même temps ce truc coloré, et ça fait leur identité. Et il y a ce truc de, tu vois, APC, par exemple, ils ont ça aussi. APC, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le jargon une super indie, tu vois, qui est vraiment axée catch indépendant et avec des spots de partout. Mais en même temps, il y a cette histoire qu'ils ont avec la lucha et un peu cette histoire qu'ils ont avec le catch local. Il y a des fans de catch qui, tu vois, qui font des chants en français. Et tous ces petits ingrédients, ça fait une identité. Et moi, j'aime quand les promotions de catch ont leur identité. Je trouve que c'est un truc très beau et surtout, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, sur cette identité, on a pu voir directement sur la carte où le choix a été fait de mettre en premier pas le match plus classique entre le good guy et le vilain, qui lui a été le deuxième match. Le premier match sur la carte, carrément, ça a été Gustave contre toi, en fait. Ouais. Et en fait, on dit souvent que le plus important, c'est le dernier match et le premier match. Les deux matchs, en fait, partagent un peu cet aspect-là. Et d'ailleurs, quand je te parlais tout à l'heure d'un peu des quatre objectifs d'Hexagone, le main event coche toutes les cases. On a deux catcheurs qui sont on va dire, de scènes un peu différentes qui se croisent. Ça coche un truc. En même temps, c'est deux sudistes, donc ça redynamise le sud, ça remplit aussi l'objectif. Ils ont fait un match où c'était intense, on va le dire comme ça coche encore une case, et ça a mis en lumière Jefferson Vero, qui est un talent incroyable du sud et dont personne ne parle. Et donc tu vois, ce main event, il coche un peu toutes les cases. Et il est à l'image voilà, de l'identité d'Hexagone, et à très moindre mesure, l'opening match dont je fais partie l'est également. Ça fait très UWF en fait. Yes, j'ai pu le caler. Alors, oula, Ouf. moi, comme je dis, je suis pas le grand Manitou d'Hexagone comme j'entends souvent sur les réseaux. Si ça tenait qu'à moi, oui, il y aurait un truc comme ça. Mais c'est aussi le gros challenge d'Hexagone, c'est comment on fait pour dynamiser un truc dans le sud, donc rendre le catch un peu attractif tout en le mettant sérieux. Là, il faut jauger. En fait, c'est un immense jeu de curseur que tu dois jauger. Et d'ailleurs, dès que le show Hexagone va sortir sur YouTube, le main event est une incroyable représentation de ce truc-là. Parce Mais que t'as deux mecs qui sont des tueurs, des lutteurs purs, et en même temps, c'est un truc où le public est très investi. du coup, petite question pour rebondir ce que tu dis sur le fait qu'on te voit comme le grand Manitou. Le truc, c'est que Hexagone, au niveau de son équipe, est assez discrète sur les réseaux. C'est pour ça que, à partir du moment où les gens ont vu ton nom, en fait, comme les gens te connaissent, ils se sont dit, bah en fait, c'est toi qui es derrière ça. Mais c'est quoi au juste ton rôle au sein d'Hexagone, en fait? Ah, c'est vrai que les gens, ils ont vu catch, ils ont vu Montpellier, ils ont fait Ah je- le voilà, tu vois. Mais c'est normal, je veux dire, c'est un peu comme si tu faisais, j'en sais rien, moi, si un jour tu vois une promotion de catch à Remiremont, dans les Vosges, tu te dis Ah, Peter Fischer est peut-être dans le coup, tu vois. Ou tu vois une promotion de Popé à Amiens, tu te dis Ah, Tristan, t'as un truc à voir avec ça, tu vois. Des fois, les gens sont identifiés avec leur ville, quoi. Donc, c'est normal d'avoir eu ça, quoi. Et en effet, l'équipe d'Hexagone est très discrète sur les réseaux. C'est le produit qui est le plus important.
On s'en fout un peu de savoir qui fait quoi. L'important, c'est que les choses se déroulent et qu'ils se passent bien. C'est plus important. La gloriole, c'est pas vraiment dans le cahier des charges d'Hexagone. Et pour ce qui est de mon rôle dans la structure, bah, moi, je suis un peu parmi tous les gens qui sont du sud-sud, et notamment de Montpellier. En effet, je suis celui qui est un peu plus visible et qui a un peu plus voyagé. Et donc, qui a établi des connexions. Et en fait, vu que je n'ai jamais totalement quitté mon côté geek du catch, et ben tous ces trucs-là, ça fait que j'ai un œil en fait pour regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche. Donc, mon rôle, concrètement, Du scouting, quoi. C'est ça. c'est un peu de repérer ce qui peut se passer. Donc ça ne sert à rien d'aller me spammer en MB sur mes réseaux sociaux pour me dire tu peux me booker s'il te plaît. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des décisions qui sont prises avec plein de gens et des décisions qui sont prises avec plusieurs éléments. Moi, mon seul but, c'est de dire si on veut être sérieux, par exemple, il faut faire ça. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est à peu près l'idée. C'est de donner des idées. De donner des idées et de temps en temps de crier sur des gens quand ils montent le ring un peu trop lentement. C'est à peu près mon rôle dans l'Hexagone. Et du coup, je crois que Vivien, tu avais une question. Parce que je vois que tout à l'heure, tu essaies de placer une question. Ouais, c'était sur la diffusion. Du coup, La diffusion pour le premier show va se faire sur YouTube. ouais, Je peux pas dire officiellement quand déjà, parce que le montage, c'est un art qui prend énormément de temps. Et surtout, ouais. Et surtout, il faut qu'on trouve le bon moment pour tout lâcher. Et vous l'avez. Titre. on a des commentateurs. Il y en a un deuxième qui sera annoncé bientôt. Déjà, on a Vianney Cagnon, qu'en effet, Ouais, les c'est gens un connaissent très sous le nom bon- de Viandox, très bon qui est ami. un bon ami de la chaîne et qui est un bon ami de tout le monde, je pense, dans le cadre français, et qui en effet est le commentateur d'Hexagone. Et lui, c'est un bon exemple aussi de mon rôle dans Hexagone. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé ce qu'il faisait sur GWF. J'ai vu son style de commentaire qui colle parfaitement à Hexagone. Et je me suis dit, voilà, lui, en fait, c'est le commentateur d'Hexagone Catch, mais il ne le sait pas encore. Mais c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. C'est le message que je lui ai envoyé au début. Et tout le monde était d'accord pour travailler ensemble. Donc, ce sera commenté pour Hexagone par Vianney. Ça sera diffusé sur une chaîne de catch un peu connue. Je ne dis pas laquelle parce que c'est pas encore annoncé public. Ah, tu as tellement pensé fort, tu vois, on l'a entendu. Il est possible que ça ait un peu glissé de sa bouche la semaine dernière. Ouais, bah il y en a deux de toute façon. Il y a deux chaînes de catch en France vraiment qui diffusent ce genre de truc. Donc c'est une des deux. Et on va essayer de le faire avant août. Ce serait bien. Je vais checker un peu chez tout le monde, chez le staff, ce qui se passe. Mais avant août, ce serait bien. Donc voilà pour la diffusion. Et comme je disais, bon là j'ai un peu vendu la mèche, on va avoir deux commentateurs. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'aura pas deux commentateurs en même temps. En fait, on va avoir deux commentateurs parce qu'il va y avoir deux versions du show. Il y en aura une en français, il y en aura une en anglais. Ah, Ah, donc carrément, c'est ça que tu sous-entendais quand tu parlais d'ouverture vers l'international tout à l'heure. Alors c'est un grand mot, attention. Hein, je sais que c'est pour ça que moi je me considère pas comme un promoteur de catch parce que voilà, j'estime que je fonctionne pas comme. Les promoteurs de catch aiment beaucoup se faire de l'auto satisfecit en disant ouais, on va faire une exposition internationale, c'est formidable. Non, on va essayer de montrer un peu de catch français à d'autres gens et c'est cool d'avoir une version anglaise parce que tout le monde n'est pas francophone. Donc on va dire que c'est la première exclue de ce soir. Il y en aura une deuxième qui viendra après. Oh mon dieu, tellement de teasing. Voilà, la première, c'est Le peuple est nu. C'est que quand ça va être diffusé, il y aura notamment une version anglaise qui, elle, sera diffusée sur la chaîne d'Hexagone. Donc on la diffusera après la version française parce que merde, à la fin Cocorico, quand même en France, donc on fera quand même la version française d'abord. Mais voilà, le premier scoop de la soirée, c'est qu'il y aura notamment une version anglaise. on peut même pas avoir le nom. Pas de clin d'œil. On va l'annoncer dans quelques jours. Enfin, je crois. Oui. Bon bah c'est l'instant réseaux sociaux, n'oubliez pas, suivez-les sur les réseaux Hexagone Catch, c'est bien Alors ça. on est sur tous les réseaux de la Terre, il y a juste à marquer Hexagone Catch, sans le Même E si- sur Hexagone à la fin. Même sur TikTok. Non, on a dit les vrais réseaux sociaux. Ah, le mépris de l'ancien. Ah là là. Que ce soit YouTube, Gmail, Facebook, Twitter, Insta, et même Twitch.
chaîne Twitch qui sert à rien, mais on l'a pour l'instant. Donc ce sera assez Hexagon Catch. Non, le commentateur anglais, on va l'annoncer dans pas longtemps, vous le connaissez très bien. Je pense que dans le petit monde du catch francophone, il est hyper connu, donc on l'annoncera très bientôt. Mais voilà pour la diffusion. Et donc, là, on a parlé de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer à court terme. Donc, bon, maintenant, c'est officiel, même si t'es pas la tête qui porte Hexagone. Maintenant, t'es par défaut son porte-parole, donc on va te poser forcément la question qui vient après. C'est quoi l'avenir? Je suis un des mecs qui porte le t-shirt, on va dire. Je suis un des mecs qui porte le t-shirt. Le fameux t-shirt blanc d'Hexagone que tout le monde a maintenant. J'ai hésité à le porter, mais porter 2 couches par cette chaleur, non merci. Ouais, c'est un peu compliqué. Et du coup, la question que tu voulais me dire, c'était quoi? Et donc, c'est quoi l'avenir pour Hexagone? Parler de la difficulté de faire du catch dans le sud. Dès qu'il y aura des opportunités qui nous conviennent, on va essayer de sauter dessus. C'est un truc aussi qui va caractériser un peu Hexagone, c'est qu'on va pas forcément dire oui à tout. Même si quand tu as du mal à produire des choses, c'est super tentant. Ah, le mec te propose la foire à saucisse du village, c'est super, on va mettre le ring au milieu de la place du village et on va faire avec ce qu'on a. Non. On refusera des trucs quand on estime qu'ils sont pas assez sérieux et qu'ils ne respectent pas assez nos catcheurs, parce que nous, on parlait d'éthique tout à l'heure dans les objectifs d'Hexagone. Un des objectifs justement d'Hexagone au niveau de l'éthique, c'est de défrayer l'entièreté des personnes qui contribuent au jeu. Et Félix peut témoigner. Oui. L'entièreté des gens qui travaillent pour Hexagone sont défrayés. Je peux là-dessus parler de mon expérience. C'est lorsqu'il y a eu le contact qui a été pris pour être sur Hexagone pour l'ensemble de notre groupe, donc AL, Gustave, Scar et moi-même. Une des premières choses qu'on nous a dit, c'est vous serez payé. Et déjà, rien que ça, quand t'es débutant, rien que ça, c'est difficile à avoir parfois. Des fois, il faut l'arracher. Et là, clairement, c'est carrément, on te contacte et c'est une des premières choses qu'on te dit. Donc déjà, là que tu sais que ça part bien. Nous, on estime que le catch est une activité professionnelle, à défaut d'être une profession, qui est dangereuse, qui est exigeante, qui est compliquée. Et pas que pour les catcheurs. Elle est compliquée pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en effet, l'un des objectifs, enfin c'est pas un objectif parce que du coup ça se fait, l'une des exigences d'Hexagone est d'en effet d'effrayer tout le monde. Alors c'est pas des milliers des cents, hein. Encore une fois ça sert à rien de nous contacter en MP pour essayer de bosser à Hexagone, déjà je suis pas le décisionnaire de tout. Et surtout, croyez pas que c'est une tirelire ouverte, hein. C'est très dur à gérer, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu entrevoir. La compta d'Hexagone, comme toutes les promotions de cash, c'est super dur à gérer. Et c'est pas les milliers des cents non plus, hein. On prend des mecs, il y a des fois avec pas grand chose, voilà, on essaie de défrayer tant qu'on peut, mais l'idée c'est de au moins faire comprendre à la personne que son travail a une valeur, que son travail vaut quelque chose, et qu'il mérite d'être récompensé. Nous, on n'estime pas être des bons élèves en faisant ça, nous on estime que tout le monde devrait le faire. D'ailleurs, il y a des gens qui le font en France. Ça, tu vois, on va pas dire ah ouais, nous on est les seuls. Non, il y a des gens qui payent l'intégralité de leurs travailleurs dans le pays. Je parlais des FRPW tout à l'heure, c'est un bon exemple. Je pense que des promotions comme APC, voilà, elles gèrent tout le monde. Et c'est très bien. Et on a besoin de cette dynamique. Et donc, voilà, c'est aussi de nous, quand on parle d'éthique, c'est que les catcheurs doivent se comporter bien, mais la promotion doit se comporter bien également. Voilà. Ça va de soi. Exactement. Donc, mais après, oui, c'est le fameux respect qui va dans les deux sens. Exactement. Et dans dans cette optique-là, d'ailleurs, je trouve que ça permet de simplifier un peu les rapports avec tout le monde. C'est-à-dire que quand tu négocies un deal ou que tu gères un truc avec un catcheur ou que tu engages et n'engages pas un catcheur, et ben du coup c'est plus logique aussi quand tu as une question monétaire, parce qu'il y a des fois tu te dis voilà, quand le promoteur te demande de faire telle chose dans ton match, c'est pas parce qu'il a des envies particulières, c'est parce que lui il investit sur ce show, donc il estime que ça va lui rapporter plus et que du coup ça c'est un meilleur choix. Quand un mec te dit je préfère booker ce type plutôt que ce type, ben, c'est aussi une décision de business. Parce
que nous, on n'est pas dans un des trucs contre lesquels Hexagone se bat, c'est le copinage dans le catch. Et donc, nous, quand on met de l'argent sur un type, on le met parce que voilà, c'est un investissement qui doit rapporter. Tu peux pas faire catcher ton beau-frère parce que c'est ton beau-frère et que c'est cool là, et que c'est un show de catch, on s'en fout, c'est drôle, et que sur les 6 matchs de la carte, il y en a un qu'on va un peu sacrifier, tant pis, on s'en fout, au moins on a fait catcher les potes. Non, on estime que tu vaux cet argent, et donc du coup on peut pas se permettre de booker n'importe qui. Quand on book quelqu'un, c'est parce qu'on investit dessus, et donc c'est très important de valoriser ça parce que ça prouve aussi le sérieux de ton travail. Et puis tu vois, par exemple, je peux te donner sans trop révéler de trucs, mais on a fait quelque chose en rapport avec le catch la semaine dernière, Hexagone, et quelqu'un s'est blessé. Ça arrive. Et en fait, plusieurs matchs devaient avoir lieu. Enfin, avec cette personne, il devait y avoir plusieurs matchs. Au bout du premier, la personne s'est blessée. Donc en gros, la personne, elle a fourni une prestation d'un quart de match. Tu vois, concrètement. Concrètement, cette personne, elle a fourni 1 minute 30 de catch avant de se blesser. Cette personne a reçu la somme qui était convenue dès le départ. Tu es venu, t'es engagé, t'as bossé, bon ça s'est pas fait, t'as quand même été défrayé intégralement. Parce que tu fournis un travail. Et ce travail a un risque. Et alors, moi je suis pas un spécialiste je connais pas la vie de tout le monde, je sais pas si cette personne a une mutuelle ou pas de mutuelle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, si elle doit faire un IRM, et ben mine de rien, si elle doit le payer cash, elle aura quelque chose pour le payer cash. Et c'est logique. Voilà. Et en fait, c'est dingue qu'une promotion passe un peu pour bon élève quand elle fait quelque chose comme ça. Ça devrait être la norme. Du coup, je remonte un peu sur le chat les questions. Il y a Enialt, ce cher Erwan, qui nous demande donc, tu parles des catcheurs, mais pour le staff, c'est la même mentalité au niveau de la thune. C'était la même mentalité du speaker au mec qui gère la somme, au commentateur, à la courageuse caméraman qui a d'ailleurs filmé le premier show, qui a failli choper l'insolation de sa vie. Ouais. Qui d'ailleurs n'avait jamais filmé de catch avant, nous a-t-elle dit. Qui n'avait jamais filmé de catch avant et qui a été un guerrière jusqu'à la fin, parce qu'elle était, je crois, dans le pire endroit de la salle au niveau du soleil. Tout à fait. Et donc, voilà, oui, bien sûr, tout le monde, tu poses ta pierre à les. Enfin, comment dire. J'ai plus le dicton, tant pis, mais en gros, il y a une pierre qui t'appartient dans l'édifice. C'est normal que tu sois défrayé, t'as pris ton temps, et donc c'est normal que tu le fasses là-dessus. Mais encore une fois, c'est une difficulté. Ça serait 10 fois plus simple de faire un truc où on fait catcher des élèves et on s'en fout complètement de la rémunération. Donc c'est un challenge de taille. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on s'approche de la fin de l'émission, donc on va finir si vous avez quelques questions par une série de questions libres. Posez-moi bien des questions ouvertes, comme ça je fais des réponses de 20 minutes. C'est ça, mais des questions sur absolument ce que vous voulez, aussi bien sur Hexagone, sur laquelle il répondra s'il peut, s'il a la matière pour, et également sur lui-même, sur sa carrière, n'hésitez pas. Et donc, aussi la canicule, hein, comment bien gérer la canicule, hein, vous pouvez les conseils d'un sudiste pour gérer la canicule. Et du coup, il y a El Gringo qui demandait donc si la difficulté du catch français, c'est pas de trouver des promoteurs sérieux. Mais la difficulté du catch français, c'est de trouver des gens sérieux de manière générale, hein, que ce soit des catcheurs, des promoteurs, des arbitres, des commentateurs. La difficulté, elle est là. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste de nature, donc moi, quand je vois le catch français en 2022, je suis content. Hein. Tu vois, putain, la PC, elle est diffusée sur WXW Now, quoi. C'est incroyable, tu vois ce que je veux dire. Amal est signée chez VVE, quoi. Amal, je l'ai vu faire sa première chute devant moi. Elle est signée chez WWE, c'est trop bien. Tu vois, et mon pote Eddie, il est booké dans le monde entier, littéralement, tu vois. Putain, c'est cool, quoi, tu vois, genre, je veux pas être en mode vive le catch français, parce qu'il y a plein de problèmes, et on fait tout ce qu'on peut pour les régler. Mais c'est trop bien, tu vois, Et tu vois, hier, je me suis fait les 6 heures du live entre Sturi et Samuel Etienne. Masterclass. Mais c'était masterclass, la plus grosse masterclass qu'on ait vue de ces 40 dernières années, elle est incroyable. Tu vois, chaque année, je vois ICWA remplir la Luna de Maubeuge avec genre 1000 personnes dedans. C'est trop bien. Tu vois, je vois tout ce qui se passe en Bretagne, ça déchire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, on manque de gens sérieux, mais c'est pas pour autant que mon discours est négatif, quoi. Tu vois, il y a plein de choses qui déchirent dans le catch, quoi. Dans le catch français, et tant mieux. Tu vois, tant mieux, ça prouve. Moi, encore une fois, moi, je suis rentré dans le catch français en 2008, ok?
j'ai vu le carnage que c'était à l'époque, tu vois. Et maintenant, j'ai la chance de voir ce qui se passe en 2022. C'est trop bien. C'est chambé, tu vois. Ça dépasse toutes mes espérances de très loin. Mais du coup, il ne semble pas y avoir spécialement de questions sur le chat. Bon, Donc, nickel. donc du coup, c'est parfait. On va pouvoir être dans les temps. Et donc, Ouais, et bon, ben, je vais juste avoir le temps de répondre à une petite interrogation de Vivien tout à l'heure. vas-y. Il disait ah, mais il faut faire de l'UWF. Yes. C'est sa question On tout à va, l'heure. on va en parler. Alors, j'adore l'UWF, j'adore le shoot style. Pareil. C'est mon style de catch préféré. J'aime beaucoup de choses. Même dans mon catch, il y a des fois, j'essaie de faire plein de choses. Comme me l'avait dit Saria à l'époque, toi, l'avantage, c'est que tu pourras catcher tous les styles que tu veux. Donc, j'essaie un peu d'être versatile quand l'opportunité se présente. Moi, j'adore le shoot style. Je suis obsédé par le shoot style. J'en mate. Derrière moi, là, j'ai un DVD complètement introuvable du WFI qui m'a coûté genre 60 balles. J'adore ce style de catch plus que tout. Ma promotion de catch préférée de tous les temps, c'est Battle Art. Parce que c'est du shoot style modernisé. Quel roi. Voilà. Et du coup, ça me permet de faire ma deuxième annonce. La deuxième annonce de fou. Comme je le disais, la semaine dernière, on a fait un truc. En fait, on a fait un enregistrement. La CCX nous a très gentiment prêté un de ses locaux à Perpignan, qu'elle possède. Et on a fait, un peu comme dans un laboratoire avec des savants fous, on a fait la première expérience d'un programme de shoot style en France. Alors, dis-moi plus, tu m'intéresses. Alors, Voilà, ce programme, là, t'as piqué ma curiosité. Alors, ce programme-là, pour le coup, c'est une initiative de moi. C'est-à-dire que j'ai contacté Étonnant. des gens. Voilà, j'ai contacté des catcheurs qui sont légitimes. J'ai contacté la CCX, du coup, avec lesquels on bosse très bien et qui possède, du coup, 2 salles d'entraînement, une à Montpellier, une à Perpignan. D'ailleurs, ce week-end vient de se terminer un excellent stage de catch avec Artemis à Perpignan, dans les locaux de la CCX. Et j'ai demandé est-ce qu'on peut prendre cette salle pour tester quelque chose. Et on m'a dit pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas. Et donc, Un mec bien, on t'aime bien. on va essayer de publier. Alors, c'est pas pour tout de suite. Je pense que ça se fera. Je pense que ça se fera en fin août, début septembre. Peut-être avant si j'ai le temps. Non, je pense que non, ce sera vraiment, je pense fin août, début septembre. Le premier programme de shoot style en France. Alors, ce sera très rudimentaire parce qu'il y a des gens là, des catcheurs dedans qui n'ont jamais fait. Bah, il y en a aucun en vérité qui a vraiment fait de shoot style, mais il y en a même qui connaissaient pas ce style. Donc c'est très compliqué de gérer ça. J'ai dû faire un peu un guide touristique pour expliquer un peu la chose. C'est pas forcément, ça sera pas forcément le meilleur shoot de la terre parce que c'est des gens qui expérimentent. Ce sera pas avec les production values comme on dit les plus phénoménales qui existent. Ce sera très rudimentaire et c'est un début, on va dire ça comme ça. Ouais, mais d'un côté, si tu vois, tu dis un peu rudimentaire, mais des fois un peu une caméra un peu, tu vois, proche du ring, ça peut, c'est des mecs qui se foutent réellement, on va dire, sur la Ça gueule. colle au shoot style. Moi j'ai Voilà, ça colle. Moi j'ai vu les premiers rushs de ce truc là. Il y a des trucs à garder, des trucs à pas garder, mais il y a des trucs intéressants. Et on peut même, voilà, donc en gros on peut annoncer le nom de ce truc là. Comme je dis, fin août, début septembre, on va essayer de publier le premier épisode des Shoot Style Series, qui sont un produit Hexagone Catch. Et en fait, ce qu'on va faire, même, je pense, on a plus ou moins convenu avec des gens, c'est qu'avant de les diffuser, on va publier une petite vidéo d'intro, qui est un peu comme un mini documentaire qui dure 5 minutes, on va dire, où on va expliquer ce que c'est, pour un public non averti. Donc voilà. Mais du coup, tu nous drops cette bombe, là, il est 21h20, l'émission est censée se finir dans 10 minutes. Ah, là, tu viens de nous relancer pour facile 3 heures d'émission, en fait. Non, bah, on peut manger une petite demi-heure. On peut manger une petite demi-heure si t'as des questions. Mais, bah, bien sûr, des questions, j'ai que ça. Des questions, j'ai que ça, mais de toute façon, on va forcément faire revenir des gens pour parler de ça, parce qu'une dinguerie, forcément. Du coup, ça a été filmé dans une salle comme ça. Quel genre d'ambiance? Un public? Pas de public?
Alors, bonne question. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la salle d'entraînement de la Catch Connection à Perpignan, Tout le c'est monde, en très, fait. très petit, très compact, oui. C'est un lieu où on s'entraîne, hein. C'est pas un lieu où on filme des trucs. Donc, c'est un endroit qui est très compact, en fait. Et c'est un endroit, du coup, qui est très exigu, qui est très petit. Et du coup, en fait, il y a une tension et il y a un côté un peu Fight Club. Tu vois, il y a des grands murs en métal, il y a juste le ring qui est posé là, tout résonne un peu. Et en fait, justement, moi, ça m'a rappelé un peu Battle Arts, surtout la dernière période de Battle Arts, donc vers 2007-2011, où ils produisent tous leurs shows dans cette espèce de petite salle au nord de Tokyo, et vraiment, tu entends tous les coups. Toutes les prises, tous les coups, tu les entends, tout résonne un peu. Et en fait, c'est... Ikeda. Voilà. C'est un endroit qui est très petit, et du coup, c'est un endroit où il n'y a pas de public. Et en fait, c'est un programme, pour l'instant, les Shoot Style Series, où il n'y a pas de public. Et en fait, c'est très bien parce que ça contribue du coup à l'intensité des combats. Parce que tu vois, la caméra, moi j'ai vu les premiers rushs, la caméra est très près d'eux. Tu vois quand ça essaie de bosser une clé. Tu vois quand il y a un coup, quand ça tape. Donc c'est intéressant, ça se prête très bien en fait à cet exercice. Je pense que le public, et surtout le public local, enfin le public non fan de catch, n'est pas prêt à voir ça. Donc c'est très bien de le faire pour l'instant en huis clos. Et donc, du coup, voilà, il y a un côté un peu sale, mais volontairement. Il y a un côté un peu Fight Club. Bah, ouais, ça peut donner une identité. Hein. De toute façon, là, tout à l'heure, avant qu'on fasse l'émission, je me suis maté un petit combat IWF Funaki contre Maeda. Tu regardes la production, t'as une arcam et un clampin en bord du ring, quoi. Donc, Tout à fait. Donc, et ça fait clairement le taf. Une bonne capture son et franchement. Et encore une fois, quand tu vois Battle Art ou quand tu vois même, justement, tu parlais d'Ikeda, sa propre promotion qui s'appelait Futen, bah, c'est vraiment dans un truc où, en fait, il y a 10 personnes. Hein, donc, s'il y avait personne, ce serait pareil. Hein, et c'est tout dans l'atmosphère, dans le bruit, espèce de résonance qu'il y a dans des lieux très compacts. Donc, ça s'y prête. Voilà. Et nous, enfin, là, pour le coup, je peux dire moi, parce que là, ça vient vraiment de moi de A à Z, ce truc-là. Moi, quand j'ai vu l'endroit, j'ai fait, mais c'est parfait en fait pour ça. C'est vraiment l'endroit qu'il nous faut, quoi. Et donc, du coup, voilà, les gens, comme je dis, moi, je donne la parole. Enfin, je sais pas si tout le monde pense comme ça chez Hexagone, mais moi, je suis très ouvert au public, donc ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et je vais aussi rentrer dans mon côté chiant. Du coup, pas de public. Un show qui vise forcément un public qui est un peu plus confidentiel sur les réseaux. Comment c'est payé au juste? D'où vient l'argent? Alors là, pour l'instant, c'est vraiment du mécénat. Donc, c'est-à-dire que Hexagone a pris les bénéfices qu'ils ont fait sur le premier show. Et ils ont plus ou moins, alors c'était pas une somme colossale non plus, mais ils ont investi sur les Shoot Style Series. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement mettre à disposition une espèce de petite plateforme, un peu en mode, comment dire, pour ceux qui connaissent le site Hello Asso, par exemple. Ouais, Hello Asso, c'est un bon truc. Donc on va en mettre en place. En fait, à la diffusion, c'est là où le sortira en même temps. En fait. Pour financer notamment des projets annexes son public. Parce que, voilà, ça a un coût, et comme on a dit, nous, on a fait le pari de payer tout le monde. Et du coup, le catch, ça a un coût. La logistique, ça a un coût. On a des partenaires d'une grande qualité, qui sont déjà très généreux avec nous. Donc on essaiera de demander à des gens de contribuer à ça. Et on a d'ailleurs déjà un shop qui est en ligne. On a un shop qu'on va larguer, alors on a un shop qui est déjà en ligne en fait, qui est hexagonecatch.bigcartel.com. Donc pour l'instant il n'y a que des t-shirts de moi, parce que dans toute la bande, le mec qui a le plus de stock, c'est moi, sur les t-shirts. Mais il y a En fait, Hexagone. en fait, Hexagone, c'est juste un plan bien préparé pour que tu te fasses de l'argent, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça en fait, c'est pour construire mon empire et m'exiler à Dubaï. Donc dans l'idéal c'est ça. Je ne sais pas si avec l'argent du catch français j'arriverai à... Si je vais peut-être me déplacer à Montélimar, mais je sais pas si Dubaï voilà, ce sera tout accessible. ce qu'on peut te faire, c'est une après-midi plage À Carnon quoi, voilà, c'est ça. voilà. C'est ça. C'est peut-être le max. Tout ce qu'on peut faire, c'est t'emmener dans un endroit moins bien que là où tu vis. Ça te dirait Tu pas vois, de faire c'est un ça, tour à Paris-Plage? Il y en a, ils font dans la crypto ou dans les NFT, tu vois. Moi, je fais dans le détournement d'argent de catch français. Tu vois, c'est à peu près c'est le plan. Donc, je pense pas qu'on va atteindre des milliards. Bah franchement, c'est un peu les... Même pas de l'argent, c'était juste 3-4 bières à la buvette. C'est ça. C'est ça. C'est un peu la raison d'exister de Cocorica. Je détourné l'argent du catch français après tout. C'est ça, complètement.
Mais du coup, voilà. Non, du coup, voilà, plus sérieusement, ouais, c'est vrai que c'est dur à financer un projet comme ça, même si ça demande pas financement hallucinant, ça demande quand même beaucoup de choses. Ne serait-ce que le déplacement, hein. On a des gens qui Montpellier-Perpignan, c'est pas la porte à côté, hein. C'est bien 1 heure et demie de route, hein. Donc pour filmer ça, voilà, ça demandait un peu. Et on mettra sûrement voilà, des plateformes. Et comme je dis, allez checker dans les jours qui suivent hexagoncatch.bigcartel.com parce qu'on va mettre des t-shirts de nos catcheurs et des t-shirts de la compagnie. D'où le fameux t-shirt blanc avec le logo dont tout le monde me parle tout le temps, c'est relou presque. Le nombre de gens qui en veulent un, voilà, vous aurez l'opportunité d'en avoir un. Pour l'instant, le stock est un peu réduit, il faut qu'on se refasse. Mais voilà, ça va être par ça et par un peu de financement participatif. Voilà. Et le financement participatif, hein, si quelqu'un donne telle somme, il a des avantages ou c'est juste. Non, il y aura sûrement des avantages niveau merch, en fait, des réducs, des trucs comme ça. Ouais, l'accès à un show. Ou l'accès notamment, bah voilà, par exemple, au Shoot Style Series, tu pourras avoir l'accès avant tout le monde, concrètement. Est-ce que c'est envisagé un peu plus loin, éventuellement, ceux qui financeraient pourraient avoir accès à l'endroit lors des enregistrements, par exemple? C'est un des trucs dont on a parlé, en fait, vu que c'était un endroit exigu, on se dit pour le coup, il pourrait y avoir un insight, comme on dit, sur ce genre de tournage. Comme je dis, là, on en est vraiment au balbutiement des Shoot Style Series. Hein. Ça prend vraiment. On a fait le premier truc, on verra la tronche que ça a quand ça sort. Et déjà, tu vois, si on arrive déjà à le mettre sur pied, ce sera très bien. Faire un épisode 2, ce serait déjà super. Mais au moins, voilà, on est à peine au balbutiement. Hexagon Catch commence, hein, déjà. On a fait le premier show il y a 1 mois. Donc déjà, essayons de nous concentrer là-dessus. Et pour les bonus, on verra après. Donc je comprends l'engouement, hein, mais voilà, on va essayer de faire un peu chaque chose ensemble. Voilà, c'était surtout histoire que les gens aient une vision un peu globale de ce projet et de ce que eux peuvent en tirer aussi également. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette soirée. Et en plus, Ouais. on est à peu près dans les temps. Le monde est magnifique, le monde est merveilleux. Ah, c'est Comme le petit cool, ça. Grégory. Alors, Ah, il était loin les temps. Ouais, c'était une rivière, hein, mais c'est. putain, elle était d'une facilité celle-là. C'est vrai. Ah, je la fais jamais. Je suis allé en vacances pas loin de là où il a été jeté. Hein. T'es allé faire de la pêche? Ouais, voilà, j'ai C'était- trouvé un bonnet. Bah, y a pas un nom pour ça, genre le tourisme. Comment ça s'appelle genre le tourisme morbide ou un truc comme ça. C'est un nom. Ouais. Une petite plaque, non, je On déconne. préfère faire du tourisme catchesque et d'économiser pour aller voir pour aller à Toudoukane un jour, comme mon pote Nelson Pereira. D'aller faire des magasins de catch dans le monde entier. Je préfère faire ça. Pour un coup anal direct. Putain. Bon, du coup, on va conclure à peu près. Bon, petit instant, petit instant actu. On a donc sur les réseaux sociaux, on va parler de quelque chose qui a été drop hier soir. Donc la bagarre qui était apparue sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, Oui. qui a annoncé son premier show le 10 septembre 2022. Et désolé pour tous les gens du sud et du nord également, parce qu'encore une fois, c'est la Bretagne qui a droit. Et la Bretagne la plus profonde, parce que là, on est sur la pointe Landerneau. Donc, Encore une promotion de catch en Bretagne, hein, c'est Putain, possible. Hein. à chaque fois que j'entends Landerneau, je pense à Matmata. Viens donc faire un tour à Lambert. Ouais, voilà. Mais donc du coup, oui, cette promotion qui vient d'apparaître, qui donc sera basée en Bretagne, mais ambitionne également de partir un peu ailleurs dès qu'elle en aura l'occasion. Donc premier show, 10 septembre 2022. On a quelques têtes qui sont sur l'affiche, hein, on vous laissera regarder sur les réseaux sociaux. Mais à suivre, on peut déjà parler du fait que c'est une promotion qui a l'ambition de filmer ses shows. Donc qui se retrouvera également sur YouTube, normalement. Et puis d'où on connaît un peu le projet en fait, parce qu'on travaille avec eux, à une très petite échelle bien sûr, puisque là-bas on officiera donc avec Cocori Catch à la table de merch. Mais vraiment, c'est des gens qui ont de l'ambition, qui veulent vraiment faire des shows de qualité. L'équipe derrière est vraiment solide, donc franchement, un projet à suivre. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné. Ici la bagarre sur tous les réseaux sociaux.
Et Ouais, ça a l'air sympa. réservez votre 10 septembre et préparez-vous à prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la France parce que même de Rennes jusqu'à là-bas, il y a 2h30 de route. Ah non, mais j'essaierai quand j'ai Horrible. appris que Rennes-Paris c'était moins long qu'à Rennes-Brest. Oui, Ça, c'est... ça, c'est dingue, putain. Ça, c'est Ouais. ouf. Oui, c'est genre, si bon, je suis en Bretagne, je suis en Bretagne. Long, tu peux aller jusqu'à Brest. Mais je te dis, c'est comme les gens qui pensent que dans le sud, tout le monde est pareil et ils comprennent pas qu'il y a quasiment 3 heures pour faire Montpellier-Toulouse en fait. Ils réalisent pas quoi. Et ouais. Mais oui, bah c'est la même problématique ici, ouais. Alors, moi j'ai pas de soucis, hein. Moi, Lys à 40 bornes, voilà quoi. Enfin, voilà. Oui, mais c'est les gens du Nord aussi, vous êtes des gens bizarres. Bah oui, on est tous rapprochés, hein, même trop même. Mais du coup, oui, on va s'arrêter un peu là sur le point actu parce que je vous avoue, je n'ai pas super bien fait mon travail cette semaine. Pas mal occupé, donc j'ai été pas mal déconnecté des réseaux. Mais Bravo, bravo, quel professionnalisme. parce que toi, tu peux me citer quels sont les prochains choix à venir en France, peut-être? Journaliste de qualité, vous saurez. Lui, techniquement, il est censé être plus journaliste que moi, donc. Et ben moi, je peux t'en dire deux des shows qui auront lieu prochainement. Show-style series. Alors, je shoot ça les séries déjà, mais surtout, il y a Rix. Le Oui, Rick 20 en août. Ouais. Mais Non, le 16 ou le 20, je ne sais plus. le 20, me semble-t-il. Bon, Le 20, c'est le 20. de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, de ça, Voilà, bien sûr. Le 20 août, Rix Catch, du coup. Et le même jour, d'ailleurs, si vous êtes dans le sud, Héritage Catch Pro. Qui fait un show à Bolène, dans le Var ou le Vaucluse. Un des deux. Dans le sud-est, en tout cas. Donc, déjà, c'est deux shows. À voir pour Donc, ces plus Bolène. dans le Vaucluse. Donc, ça fait déjà deux shows. Déjà. Et c'est vrai que c'est déjà pas mal. Ouais. Et sur la fin de l'été, peut-être la diffusion des shows de Style Series. Donc, ça fait trois shows déjà. Et puis, avec un peu de chance, d'ici la fin du mois, la diffusion de Hexagone, le fameux show Toutes les forces, avec une carte de qualité et des hommes magnifiques. Avec un nom français, ce qui n'existe jamais dans les noms de shows en France. Un vrai nom français. Ça sera un autre débat, l'utilisation Du dans français. le showcatch. Oui, pareil, ça D'ailleurs, c'est un épisode de 3 heures encore qui se profile, ça. D'ailleurs, c'est c'est ça. marrant parce qu'on parlait d'identité, d'une promotion et d'influence un peu dure. Pour le coup, le nom Toutes les forces est une de mes suggestions, pour le coup. Et en fait, c'est une référence, Toutes les forces, à un légendaire documentaire sur le MMA en France, à l'époque où c'était encore illégal, dans les années 2000, qui s'appelle Toutes les forces. Justement. Et c'est le meilleur nom que tu puisses faire pour parler d'un événement de sport de combat. Et d'ailleurs, je vous recommande, c'est un super documentaire avec des légendes de l'époque, notamment Cyril Diabaté, Damien Riccio, qui est décédé. Mais c'est un excellent documentaire et le nom vient de là en fait. Donc, comme quoi, quand tu fais une promotion de catch et que le nom de ton premier event, c'est une référence à un truc de MMA, ça en dit long sur la nature du produit. Et Fais des UWF, putain. Je veux des mecs qui se tiennent à la corde et qui se prennent une pénalité. Merde. Attends, mais Ça viendra. et du coup, bon, pour conclure ces annonces, on va parler du prochain invité. Prochain invité qui ne sera nul autre que Scar. Oh, il est beau. Wouhou Cet homme magnifique, Qui était chez Hexagone. oui, qui était chez Hexagone, qui est un régulier de chez Rix, qui a piqué une tête vers la NWC, qui est quelqu'un contre lequel j'adore me battre. C'est un peu mon meilleur ennemi en quelque sorte. Et ben là, pour une fois, on va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux, mais on va pas se foutre de manchette. Et rien que ça, c'est assez exceptionnel. Donc sous un format qui sera un peu différent, parce que ce coup-ci, il sera chez moi. L'avantage de prendre quelqu'un qui est sur la Bretagne. Et donc on sera juste tous les deux, les yeux dans les yeux. Partager un moment avec les auditeurs ici présents. La suite sur OnlyFans, tu vois. Et il faut bien vivre, mon pote. Bah, en tout cas, dès que je reviens de mon prochain booking, je regarderai ça avec attention. Et donc voilà, et puis la fin de soirée, juste après, je quitte ma chaîne, mais je serai sur la chaîne d'Erwan. On va commencer à se tâtonner sur Multiversus si vous voulez un peu finir la soirée de manière tranquille sur Twitch. On sera heureux de vous voir, et donc pour terminer, bon bah Zaiken, donc tes réseaux sociaux,
Kick Submission, c'est comme ça sur toutes les plateformes. Missions, voilà, sur toutes les plateformes. Et si vous êtes un peu feignant, vous tapez ZAEKEN sur Google, vous trouverez tous mes liens. C'est l'avantage d'avoir un nom que peu de personnes portent. Et vous trouverez les annonces, donc notamment l'Italie ce week-end, Rapallo, près de Gênes, en Italie pour IWE. Du coup, le show Hexagon Catch où je suis présent, qui va être diffusé. Et une petite annonce encore que je ferai dans les jours à venir. Cette fois, c'est pas du teasing pour Hexagon, c'est du teasing pour moi. Il va se passer quelque chose d'un peu étrange dans les jours à venir. Je vous tiendrai informé. Et puis, normalement... Ah, mais ce teasing dans tous les sens, voilà, c'est ouais. un homme qui aime titiller. Et donc, je prie, mais c'est pas encore sûr, à la rentrée, il y aura sûrement des shows HPW, si vous êtes dans le coin de Narbonne-Béziers. Il y aura des shows aussi là-bas. Bon, eh Voilà. bien, parfait. L'été et l'automne vont être occupés. Les termes sont dits. On survit d'ici là avec cette chaleur. Enfin, sinon on survit, oui, lui il survivra probablement parce que maintenant son corps est habitué. À la fin, il restera plus que moi, hein, en fait. À la fin, il restera 3 personnes en France, ils viendront de... En fait, c'est ça ton objectif pour être catcheur en France, techniquement. Les gens n'auront pas le choix à partir du moment où il n'y aura plus d'autres catcheurs. Ah, déjà, il n'y aura plus de catcheurs allemands et anglais, hein, ils vont passer... c'est fini, ils vont mourir dans les flammes. Et il restera que nous, là, les cafards de la canicule. Moral, ne me promenez pas en forêt. Ouais, en ce moment, c'est un peu dangereux. Mais du coup, oui, donc Vivien, bon, toi tes réseaux, Vivien Desloges, sur Twitter, sur Insta, etc. Où tu y fais des choses plus ou moins intéressantes selon les périodes. Ah, je sais pas comment le prendre, tu vois ça. Non mais voilà, de la photo, ça parle de catch, ça parle de radio, voilà, n'hésitez pas à suivre non plus. Je suis versatile, mais tu vois, je suis pas catcheur, c'est bien dommage. Bah, va falloir se remettre au sport, mon pote. Oh. Tu vois, faut que j'arrête la bière, tu vois, pour être un mec fit, et c'est déjà une grande décision. Et puis bah voilà, pareil, mes réseaux sociaux, Dr Zork sur Twitter, Félix Doll sur Instagram, n'hésitez pas à suivre pour mon actualité, les lives, le catch, où il y a quelques dates qui sont en préparation, Cocori Catch également, Et oui. bref, tout ça, vous connaissez, et sur ce, je m'en vais donc vous souhaiter une bonne soirée. Et merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, à une prochaine fois, à très vite. À une prochaine fois. À très vite, oui, parce qu'il y a encore tant de choses dont on doit parler. Et oui, c'est le problème, on a 2 heures et on doit balayer la France entière. Mais on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est déjà pas mal ce qu'on a. Franchement, ça a été un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir de vous avoir sur le chat également. Et sur ce, bonne soirée à tous.